Si on fait l'expérience de prendre 100 personnes au hasard et de leur demander de se mettre nus devant un miroir, il y en a 99 qui va se juger ou se critiquer. Toutes les études sur le sujet nous montrent que quand une personne est en situation de surpoids, lui demander de perdre du poids a plutôt tendance à la faire grossir. Je pense que ces messages de santé publique, ils ont peut-être été maladroits. Le régime, c'est un début, c'est une fin, et je sais que je vais au combat quand je vais au régime. Je sais que je vais plus écouter mes sensations, je vais plus écouter mes envies. Dès qu'il y a du combat, il y a possiblement de la résignation. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me bats contre mon poids ou je fais avec mon poids? Les émotions sociales sont des gros perturbateurs de notre rapport à la nourriture, ça c'est évident. Une des manières de réguler son stress, c'est de devenir un peu égoïste. Je vois bien que des fois, mon mental, il me joue des tours en me disant ta journée est chargée, oublie les pauses. Non, c'est dans ces moments-là où j'en ai besoin. Mais de la conscience sur ces petits plaisirs, ça nous permet aussi d'avoir une relation avec notre corps qui est aussi basée sur la satisfaction. Pour les nommer, qu'est-ce que c'est cette émotion? De quoi elle me parle? De quoi j'ai besoin là? C'est ce qu'on appelle les troubles du réconfort, c'est-à-dire je m'interdis finalement le réconfort dans la nourriture, mais finalement, ça prend une place dominante dans ma vie. Ce qui est bien, c'est que cette patiente a eu beaucoup de chance de t'avoir. Florian Safer, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci pour l'invitation, très honoré d'être ici. Avec plaisir. Donc tu as publié « Je fais la paix avec mon poids » aux éditions Solar, 8 étapes pour aimer son corps et son assiette. Donc pour commencer, je te propose de te présenter. Donc moi je suis donc Florian Safer, je suis diététicien. Je travaille, j'ai une double activité, j'ai une pratique clinique, j'accompagne des patients finalement à améliorer leur relation avec la nourriture et avec leur image corporelle. On va voir que c'est un peu lié quand même, ces deux aspects. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Puis à côté de ça, je suis formateur. Je forme beaucoup, notamment de diététiciens, à tout ce qui va être psychologie du comportement alimentaire. Ok, donc ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va voir un petit peu une autre approche du poids par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On se concentre beaucoup toujours sur les aliments, ce qu'on met dans l'assiette. Et aujourd'hui, on va prendre ça sous un angle un petit peu différent. Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde un petit peu tous les bouquins qui existent sur la nutrition, sur l'alimentation, on amène toujours l'alimentation comme un problème, comme quelque chose qui va être un peu anxiogène, qu'il faudra un peu contrôler, dont il faudrait se méfier, pas manger trop de ceci, trop de cela. Et on est toujours dans une logique un petit peu de voir la nourriture comme un problème, et donc du coup c'est un petit peu problématique parce que quand même c'est un rendez-vous 3-4 fois par jour avec notre assiette, et si ce rendez-vous c'est de l'anxiété, ça le fait pas quoi. On est tout le temps dans des peurs, et je pense pas que les peurs soient des bons processus de régulation du poids d'une manière générale. Donc on va essayer de voir ça un petit peu, comment être un peu plus en accord avec son assiette, avec ce qu'on mange, avec son image. Pour commencer, on sait que notre mental, il influence grandement l'image qu'on a de soi, l'image qu'on a de notre silhouette, ce qu'on pense de notre assiette. Comment est-ce qu'on peut reprendre les rênes un petit peu de son mental? Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un des défauts de notre mental, c'est de voir des problèmes partout. Et une fois qu'il a vu un problème, il va à tout prix le résoudre. S'il voit par exemple qu'on a pris un petit peu de poids, il va vraiment voir ça comme un problème, il va mettre en place des mécanismes de focalisation sur le problème, et souvent des mécanismes rigides. Donc ça veut dire qu'on va commencer à être un peu en mode survie, quoi. On va commencer à interagir avec le problème comme si c'était une question de vie ou de mort. Donc on va commencer à se mettre la pression, on va commencer à se culpabiliser quand on ne fait pas les choses convenablement, on va commencer à zoomer sur nos erreurs, un petit peu comme si on était à la guerre quelque part. Notre mental, il a ce défaut de basculer parfois quand il voit un problème en mode survie, quoi. Il va falloir Et la survie, ça nous amène souvent soit à combattre, donc là je suis en guerre contre mon poids, soit à de l'évitement, donc je cache mon corps, soit à de la paralysie, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et donc l'idée, c'est déjà comment on peut reprendre les rênes de son mental, c'est déjà de se rendre compte de ces mécanismes, de se dire, des fois mon mental il s'emballe un petit peu, mon mental il bascule dans la survie, mon mental il focalise sur le problème, mon mental il tourne en rond sur le problème, il m'amène à y penser trop. Et déjà de pouvoir s'en rendre compte, c'est déjà faire un pas de côté. Il y a les neuroscientifiques qui parlent de la neurocognition, alors c'est un thème un peu pompeux, mais c'est juste dire observer son cerveau penser, quoi. Juste déjà prendre conscience de ces mécanismes-là, c'est déjà quelque chose qui nous permet un peu d'assouplir un peu notre mental. Après, il y a d'autres stratégies qui vont nous permettre aussi de distancier notre mental. C'est déjà, on parle beaucoup d'autocompassion. L'autocompassion, c'est la capacité aussi à avoir un regard doux sur soi. Donc ça peut être intéressant de se dire, tiens, quand j'ai une pensée un peu dure, là j'ai grossi, je suis moche, il faut que je fasse le régime, il faut que j'arrête de manger, il faut que je me prive de ceci ou de cela, de s'en rendre compte et de se dire, tiens, est-ce que cette pensée, qu'est-ce que j'en pense de cette pensée si c'était pour un ami par exemple? Est-ce que je trouverais ça ok de lui dire, toi t'as pas le droit de manger ça, ou tu dois te priver, ou tu as déjà mangé du dessert il y a 3 jours, tu dois te priver aujourd'hui? Cette perspective, elle nous aide souvent à mettre un peu de distance, de dire, non, je ne serais pas aussi dur envers un ami. Envers un ami, je lui dirais, non, c'est pas parce que tu dois faire attention à ta ligne que tu dois te priver, pense à toi, tu as le droit aussi à du plaisir. Donc ça nous aide aussi, l'autocompassion, ça va être vraiment une aide précieuse. Donc il faut essayer vraiment de
faire attention à ce qu'on pense, ne pas être en mode automatique avec ces pensées qui reviennent, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Essayer de les analyser, voilà, et vraiment essayer d'en comprendre la vraie nature. Bah, disons qu'on peut pas vraiment, en fait, on a 40 à 60 000 pensées par jour, c'est énorme, ça n'arrête jamais là-haut. Et on n'a pas vraiment, on les programme pas le matin. Ça serait assez simple s'il suffisait de prendre un ordinateur et de se dire, tiens, quelle pensée je vais mettre dans mon esprit aujourd'hui. On mettrait plutôt des pensées positives, ta vie est belle, tu fais de ton mieux, pense à toi. Généralement, nos pensées, elles échappent au contrôle. Et donc l'idée, c'est pas forcément de ne plus les avoir, et c'est comment on interagit avec, quoi. C'est de se dire, tiens, cette pensée, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle guide ma vie dans le bon sens ou est-ce qu'elle m'amène plutôt à être dur envers moi? Est-ce qu'elle m'amène plutôt dans le mur? Donc c'est plutôt observer la pensée et puis la regarder avec un regard un petit peu nouveau. Tiens, est-ce que cette pensée, elle est bonne pour moi? Est-ce que je peux être un bon camarade pour moi-même? Et là, cette pensée, est-ce qu'elle m'amène à être un bon camarade pour moi-même? Ou est-ce qu'elle m'amène plutôt à me négliger ou à être trop dur envers moi? Et si on se rend compte que justement elle est trop sévère, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, les pensées, en fait, c'est intéressant parce que quand notre cerveau est dans le mode du stress, il a tendance non plus à nous donner des conseils, mais des ordres. Fais ceci, tu dois, c'est comme ça. Et on peut juste déjà se dire, tiens, mon mental, il peut faire ce qu'il veut, mais moi, c'est moi qui choisis, finalement. C'est moi qui choisis de lui obéir ou non. C'est moi, je ne suis pas l'esclave de mon mental. Et juste d'avoir conscience que notre mental, en fait, c'est juste un conseiller, mais on n'est pas obligé de l'écouter à chaque fois. Ok, Si par exemple, je te donne un mauvais conseil, tu peux juste observer que c'est un mauvais conseil, c'est quelque chose qu'on ferait facilement en plus de la tu part peux d'un juste te ami. dire, bah non, ça me semble pas adapté pour moi, je vais mettre ça un peu de côté. On n'a même pas besoin de se disputer. Si je te donne un mauvais conseil, t'as pas besoin de te disputer avec moi pour ne pas le suivre. Bah, c'est un petit peu pareil dans notre expérience intérieure, notre mental. Dans le bouquin, je parle d'une métaphore, j'appelle ça le coach maladroit. Notre mental, c'est des fois comme une sorte de coach maladroit qui va nous donner des conseils, mais c'est pas vraiment des conseils, c'est plus des ordres. Fais ceci, fais cela, arrête de manger, restreins-toi. Et juste observer ça et se dire, je suis pas obligé d'être l'esclave de ça. Je peux juste voir ça comme des pensées, et est-ce que je les suis ou non, bah, y a rien ne m'oblige à les suivre. Je les suis uniquement si elles sont bonnes pour moi. Imagine là si tu as une pensée, tiens, je suis un peu fatigué, j'ai besoin de repos, c'est peut-être pertinent de la suivre. On peut aussi dire, tiens, ouais, effectivement, c'est peut-être un bon conseil de mon esprit. Mais si ton mental te dit, bah non, t'es fatigué, c'est pas la peine de te reposer, bois du café, et, quand on veut, on peut, et que ça te conduit par exemple à de la fatigue chronique, peut-être que tu peux juste t'en rendre compte et te se dire, je suis peut-être pas obligé d'être esclave de cette pensée qui m'amène tout le temps à me négliger, ou à être trop dur envers moi. Là où c'est dur, je vais faire exprès de prendre un peu le contre-pied inverse, c'est que finalement peut-être que notre esprit aussi nous a permis de nous amener là où on est, de traverser des milliers d'années, etc. Et peut-être qu'il ne dit pas que des choses bêtes non plus. Et à quel moment est-ce que c'est de la bienveillance? À quel moment est-ce que bah, on tombe dans du trop et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi? Cette limite, je suppose qu'elle est difficile à placer. En tout cas, c'est sûr que notre mental n'est pas là pour nous nuire à la base, il est là pour résoudre des problèmes, ça s'appelle l'intelligence, et c'est d'être jamais content en fait. Notre mental, tout le temps, il voit toutes les choses comme des problèmes. Bon, et heureusement, parce que peut-être qu'à l'époque, si on s'était dit on est bien dans nos grottes, on a des peaux d'animaux sur nous, c'est ok, il y en avait, notre mental disait non, on peut pas faire mieux que ça, on peut pas faire mieux. Donc il voyait ça comme un problème, il a essayé de le résoudre, ça c'est plutôt les côtés, la face lumineuse de notre mental, la résolution de problèmes saines, et puis le problème c'est que notre mental peut tout voir potentiellement comme un problème, tout. Et là, il peut des fois nous amener à un peu plus nous prendre la tête. Alors comment on peut savoir s'il nous aide ou si au contraire il nous amène dans le mur? Bah, tout simplement par plusieurs choses. C'est déjà les conséquences que ça donne sur ma vie. Quand je suis ce type de pensée-là, est-ce que ma vie, elle marche plutôt bien? Est-ce que mon équilibre personnel va plutôt bien? Est-ce que ma santé mentale va bien? Est-ce que ma santé physique va bien? Bah, si la réponse est oui, super, faut continuer. Moi, j'observe souvent que mon mental me dit prends un peu de temps pour toi, repose-toi, va t'aérer. Et j'observe que quand je suis ces pensées-là, bah, effectivement, j'ai plutôt des conséquences positives sur ma vie. Et puis parfois, notre mental, il va nous donner des conseils qui donnent des conséquences négatives. On va pouvoir l'observer dans notre expérience corporelle, quoi. Qu'on est fatigué, qu'on est en tension, qu'on est en lutte. Donc il y a aussi toute une reconnexion avec le corps, c'est de se dire quand je suis dans ces pensées-là, quand je suis dans ces pensées et quand je les suis, comment ça se passe dans mon ressenti corporel, quoi. Et on a même certaines pensées, simplement quand elles viennent à notre esprit, on voit que notre corps est déjà en stress. On voit qu'on est déjà tendu. On voit que notre corps est déjà dans ce mode de la survie qui ne va pas nous faire du bien. Quand on se regarde dans la glace et qu'on se dit « tiens, t'as grossi, t'as un bourrelet, c'est mieux chez les autres », on voit bien que tout ça, ça ne nous met pas en joie. Donc le corps est quand même un bon moyen de faire le tri, en fait. Hein, de pouvoir observer le corps et puis l'expérience aussi. Effectivement, qu'est-ce que ça donne comme conséquence sur ma vie?
C'est un bon moyen de passer au révélateur un petit peu toutes ces injonctions qui nous viennent, hein, si j'ai bien compris ce que... Ouais. Mais pourquoi elles arrivent, ces injonctions justement? Pourquoi des fois quand on se regarde dans la glace, on se trouve trop gros, trop comme ci, trop comme ça finalement? Est-ce que le problème il vient pas aussi de là? Parce que il y a plein de gens qui sont un petit peu en surpoids, mais elles sont en bonne santé pour autant et ça devrait pas poser autant de problèmes que ça en pose. Bah déjà, notre cerveau, il y a déjà à notre nature d'être humain, c'est que notre cerveau est une machine à chercher les problèmes, à les résoudre. Ça s'appelle l'intelligence. Il y a des côtés lumineux, des côtés obscurs. Le côté obscur, c'est que potentiellement, notre cerveau voit tout comme des problèmes. Si on fait l'expérience de prendre 100 personnes au hasard et de leur demander de se mettre nus devant un miroir, il y en a 99 qui va se juger ou se critiquer. Notre cerveau va tout de suite, même si on se trouve beau, il va tout de suite quand même aller chercher un truc qui va pas, comme un problème, et le commenter, essayer de le résoudre. Tu devrais faire plus de sport, tu devrais moins manger, tu devrais ou te faire des pensées anxiogènes, comment tu vas vieillir, etc. Des scénarios catastrophes. Notre cerveau, c'est sa nature. Après, il est aussi influencé par nos conditionnements, notre éducation au sens large. On grandit quand même dans une société où on nous parle d'images en permanence, où on voit que des gens beaux à la télévision, il y a une surreprésentation de certains corps, il y a des messages aussi très anxiogènes par rapport au poids. Donc on grandit aussi dans une société qui nous donne aussi ces messages-là, donc qui donne aussi, qui influence la manière dont notre cerveau fonctionne. Tu penses que toute cette communication qui est faite pour essayer de sensibiliser, en parlant de l'IMC, en parlant du surpoids comme de l'obésité, comme un fléau à venir, etc., tu penses que ça a aussi un effet contraire chez certaines personnes? Je le pense, oui, je le pense que ça peut avoir des effets contraires parce que ça peut être assez anxiogène finalement. Ça peut être assez anxiogène et je pense que c'est subtil de faire de la santé publique. C'est très subtil de faire passer des messages sans qu'il n'y ait pas d'effet néfaste. Et on le voit, tous les messages sur l'alimentation, ils ont aussi des effets pervers. Quand on dit qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, dès qu'on va manger un peu gras, on peut potentiellement être angoissé d'avoir mangé gras. Si on nous dit pour être en bonne santé, il faut avoir un IMC entre 19 et 25 et qu'on a un IMC à 27, on va peut-être aussi se dire là, il y a un problème et rentrer dans quelque chose d'un peu angoissant. Donc il y a toujours des effets pervers en fait au message. Et peut-être que si, je ne suis pas un grand expert en santé publique, mais comment on formule des messages, c'est intéressant. Je crois que dans les années qui se sont passées, on a un peu confondu la lutte contre l'obésité et la lutte contre les obèses. Les personnes qui sont obèses, elles sont victimes d'une maladie. C'est pas un choix de vie, l'obésité. On se lève pas un matin en se disant tiens, je vais devenir obèse. C'est souvent la conséquence de traumatismes, c'est la conséquence déjà de pas de bol génétique. On n'est Il y a pas une tous égaux, composante génétique très qui est forte, importante. très forte. Certaines personnes mangent très mal, n'ont pas de problème de poids, et on le voit que certaines personnes, eh ben, elles ont une génétique qui favorise très grandement cette maladie, parce que c'est une maladie, hein. Ça, c'est important, parce que tant qu'on n'a pas intégré que l'obésité est une maladie, on va être dans un discours anxiogène qui va laisser entendre que c'est la responsabilité de la personne. On n'est pas non plus responsable, par exemple, de nos traumatismes. Les traumatismes psychologiques sont des gros facteurs de prise de poids. On n'est pas non plus... ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'emprise sur notre corps, hein. Ça veut juste dire que si on laisse entendre tout le temps aux gens que c'est de leur responsabilité s'ils sont gros, on crée quelque chose qui va les amener forcément à être soit dans la culpabilité, soit dans la lutte. Donc ça c'est important, et je pense que ces messages de santé publique, ils ont peut-être été maladroits. Je ne pense pas qu'il y avait cette intention-là, mais ça peut donner l'impression qu'on a lutté contre les obèses, non pas contre l'obésité. Ouais, ce qui est difficile, je pense, c'est ces messages, ils s'adressent à toute la population, et forcément, les gens vont réagir différemment à un même message. Il y en a peut-être chez qui ça va faire écho, ça va marcher, et il y en a d'autres chez qui ça va avoir un effet peut-être délétère et contraire, comme on vient d'en parler. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est très difficile en réalité de calibrer le message pour qu'il convienne au plus grand nombre. On a vu que du coup le mental était très important. Souvent de toutes ces injonctions, on a une modification au niveau des émotions qui se met en place. Chez certaines personnes, ça va leur couper leur appétit. On a tous dans notre entourage des gens, quand ils vont pas bien avant des examens, etc., ils peuvent rien manger. Et on en a d'autres, au contraire, c'est l'effet inverse. Ils vont avoir besoin, au contraire, de se remplir, d'essayer de trouver du réconfort dans l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut retrouver le contrôle un peu de ces émotions? Alors déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est plutôt les stress aigus qui coupent l'appétit. C'est très rare que les stress chroniques coupent l'appétit, c'est plutôt le stress aigu. Donc, et ça, c'est un peu chez tout le monde. Si on a un très très gros stress, si on arrive chez nous, hop, on a un mot de notre épouse, adieu, je t'ai quitté pour le voisin, généralement, ça fait un stress plutôt aigu, et là, normalement, on va pas avoir faim pendant plusieurs jours, parce qu'il y aura des productions d'hormones, etc. Par contre, le stress chronique, lui, va plutôt influencer, perturber notre appétit. Il peut perturber les mécanismes de régulation de l'appétit, on aura un peu plus faim, le stress aigu va jouer là-dessus, d'où l'importance, le stress chronique, pardon, hein. Le stress chronique va plutôt favoriser le gain d'appétit.
Donc c'est important déjà de savoir gérer son stress, c'est pas évident dans un mode de vie qui est quand même stressant, mais de pouvoir avoir aussi du temps pour gérer son stress, du temps pour penser à soi, du temps pour des petites pauses, ça c'est essentiel. Après, à côté de ça, je suis pas tout à fait d'accord de dire que ces personnes-là, que chercher du réconfort dans la nourriture est problématique. Je pense pas que ce soit un vrai problème, ça. On a montré que normalement, c'est une stratégie assez saine de régulation des émotions. C'est-à-dire que, imagine, j'ai passé une mauvaise journée, c'était vraiment une journée où il n'y a rien qui allait, ça arrive des fois, rien ne s'est passé comme il fallait, c'est mal passé au cabinet avec les patients, je me suis levé du pied gauche et je me dis, ben, oh là là, ce soir, on va faire une bonne petite bouffe, ça va nous faire du bien, on va... C'est plutôt une stratégie régulatrice, parce qu'on va arriver à table, on va se l'autoriser, on va manger un bon repas, puis ça va nous réguler. C'est plutôt sain. C'est plutôt ça. Le problème, ça survient plutôt quand on s'interdit de le faire. Non, je ne devrais pas manger pour réguler mes émotions. Du coup, on va rentrer en lutte contre ça, et ça va plutôt augmenter ce besoin de réconfort. Et du coup, vu qu'on se l'interdit, quand on le fait, ça devient vite foutu pour foutu. C'est un peu, quand on a mis une règle d'interdit, derrière, il y a souvent une contre-règle, c'est, bon, bah, maintenant que tu as craqué, craque correctement, quoi. Et donc, du coup, qui va plutôt perturber le comportement alimentaire. Et puis en plus, derrière, je vais culpabiliser, donc la prochaine fois où ça va se reproduire, ce besoin de réconfort, je vais me l'interdire. Donc là, je pense que c'est ce qu'on appelle les troubles du réconfort, c'est-à-dire je m'interdis finalement le réconfort dans la nourriture, mais finalement, ça prend une place dominante dans ma vie. Donc ça, c'est important aussi de se dire des fois, de savoir s'autoriser aussi, de se dire, s'autoriser un bon plat, s'autoriser une bonne pâtisserie aussi pour se faire du bien, ça nous permet aussi de réguler. C'est des fois aussi la lutte contre ça. Il y a aussi autre chose, certaines personnes, elles ne cherchent pas du réconfort dans la nourriture. Alors, le réconfort, on l'a vu, c'est un besoin assez universel. C'est presque tout le monde cherche du réconfort dans la nourriture. On va se faire une bonne bouffe, on va se prendre un bon truc. Se l'autoriser, ça nous régule. Certaines personnes, elles vont plutôt chercher à éviter leurs émotions. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Elles cherchent pas à se réconforter, elles cherchent pas à augmenter leurs émotions positives. Parce que finalement, ça, on vient de le voir, c'est sain. Elles cherchent plutôt à réduire leurs émotions négatives. Dès que je suis anxieux, je vais tout de suite supprimer mon anxiété. Comme une stratégie un peu d'anesthésie quelque part. Et là, c'est un problème de relation à l'émotion. Mes émotions m'insécurisent et dès que je les ai, je vais chercher une substance qui peut être de l'alcool, qui peut être de la drogue, qui peut être aussi, je sais pas, les réseaux sociaux pour m'abrutir, la télévision. Je vais chercher quelque chose qui va essayer de me couper de mes émotions. Une diversion. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est à l'origine de mécanismes un peu addictifs. C'est-à-dire que dès que je vais ressentir une émotion négative, mon cerveau inconscient va me dire, va manger ou va fumer du cannabis ou va boire de l'alcool parce que tu vas moins ressentir ça. Ce qui est vrai à court terme quand même. Hein. À court terme, si on est plein d'anxiété et qu'on se remplit le ventre, qu'on mange 3 paquets de chips, on va moins ressentir cette anxiété. Le seul problème, c'est que notre cerveau va vouloir répéter ça dès qu'on va ressentir de l'anxiété. Et le deuxième problème, c'est que dans ces cas-là, la régulation, elle est vraiment de court terme. On va être mieux pendant un quart d'heure, une demi-heure maximum. Stop, je coupe cet entretien pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cela fait maintenant 2 ans qu'on reçoit des experts de la santé pour parler de sport et de nutrition. Avec Raph, on a sectionné les 7 conseils les plus précieux sur comment perdre du poids après 50 ans, partagés par des experts reçus sur notre chaîne. Vous recevez 7 emails pendant 7 jours, avec à chaque fois une information clé à retenir sur la perte de poids après 50 ans. Cliquez juste ici, c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview. Donc si je comprends bien, en fait, il faut les accepter aussi, ces émotions négatives. Ça fait partie d'un fonctionnement normal et ça fait partie d'une semaine, d'un mois, de temps en temps, d'avoir des journées qui sont moins bonnes, d'être plus anxieux, etc. Alors en fait, c'est très intéressant de se dire, ouais, c'est la relation que j'ai avec mes émotions qui va être extrêmement importante dans ces moments-là. Et ça, c'est de l'apprentissage. En fait, normalement, dans les premières années de vie, les 8 premières années de vie, notre entourage, nos parents, les personnes qui nous ont éduqués, nous ont normalement appris à interagir avec les émotions. Notamment quand on avait des émotions, en étant curieux de nos émotions, en les validant, en nous aidant à les nommer. Ça, c'est plutôt des processus qui nous apprennent à faire avec les émotions. Par exemple, si un enfant je sais pas, est triste et qu'on lui dit « Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je suis curieux de ça. Parle-moi de cette tristesse. Qu'est-ce qui t'a rendu triste ?» On est en train de lui montrer que les émotions, c'est pas dangereux, et que c'est même plutôt sain, et que simplement on peut en parler, on peut lui faire un petit câlin, viens dans mes bras. Par contre, ce même enfant, si on lui a dit maintenant, dès qu'il dit qu'il est un peu triste, on lui dit « Oh, arrête de me dire ça, t'as pas de raison d'être triste. » Ou on voit encore pire, que le parent, quand on lui parle de notre tristesse, il fait comme si ça n'existait pas. Et l'enfant, il va en déduire que les émotions, c'est dangereux. Parce que quand j'en parle, ça insécurise les autres. Donc il va essayer lui-même, quand il en a, d'essayer de les contrôler. Donc notre éducation a beaucoup joué, les 8 premières années de vie ont beaucoup joué sur comment on interagit avec les émotions. Et en gros, est-ce que nos parents étaient plutôt validants, curieux, soutenants, ou est-ce qu'ils étaient plutôt invalidants? Le
L'exemple classique, quand un enfant a peur des chiens, ce qui serait une attitude assez saine, c'est de lui dire c'est normal d'avoir peur. Ça t'intimide, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu as le droit d'avoir peur des chiens, c'est tout à fait normal. Alors qu'on aurait tendance à dire il n'y a pas de raison, il ne meurt pas ce chien, tu ne vas pas en faire toute une histoire. Donc le contexte invalidant joue beaucoup, effectivement. Alors après, ce n'est pas une fatalité. Si on n'a pas appris dans les 8 premières années de notre vie finalement, à interagir avec nos émotions, à les accepter, à les accueillir, en fait, à ne pas les considérer comme des menaces, mais juste comme des expériences naturelles. Si on n'a pas appris à le faire dans les 8 premières années de la vie, on peut apprendre à le faire à n'importe quel moment de la vie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, Ouais, c'est pas une c'est pas fatalité. trop tard. C'est pas une fatalité, c'est pas trop tard. Bon, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes, du coup? Les pistes, c'est déjà de se dire, être curieux de nos propres émotions. Tiens, qu'est-ce que je vis? Même corporellement. Tiens, là, je viens de vivre quelque chose, là, c'est un peu dur au travail, un supérieur m'a mal parlé. Tiens, qu'est-ce que ça me fait vivre? C'est où dans mon corps? J'admets un peu d'être curieux de quoi ça me parle, cette émotion. Parce que les émotions, normalement, c'est aussi des messages qui servent à nous adapter. Ça me parle peut-être qu'on m'a maltraité. Là, alors, ça me parle peut-être que j'ai besoin d'apprendre à mettre mes limites. C'est juste de l'information. Déjà, de pouvoir se dire, j'ai des émotions. Pouvoir les observer dans son corps, pouvoir les nommer. Qu'est-ce que c'est cette émotion? De quoi elle me parle? De quoi j'ai besoin là? De quoi j'ai besoin? C'est déjà des habiletés extrêmement importantes. Et après, l'étape ultime, c'est de savoir les utiliser à bon escient. Peut-être que si on sait utiliser nos émotions, on n'aura peut-être pas besoin de les anesthésier. Ce que j'allais dire, parce que on est tous capables spontanément de bien les interpréter, de bien les analyser, de comprendre à quel moment elles surviennent, ou est-ce qu'il faut qu'on soit un petit peu guidé? Je pense que ça va toujours dépendre de nos apprentissages précoces. Pour beaucoup de personnes, en fait, on a un terme pour ça, c'est la granularité émotionnelle. Alors la granularité, ça veut juste dire, est-ce que je suis capable de mettre des mots précis sur mon ressenti? On a montré que, par exemple, c'est pas la même chose d'être furieux que d'être irrité. C'est pas tout à fait la même chose. Mais certaines personnes ont une granularité émotionnelle basse, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont utiliser des mots très génériques pour parler de leurs émotions, comme « ça va pas » ou « je suis stressé ». Ils sont pas capables de dire « je suis déçu »,« je suis irrité », je suis peiné. Ils vont utiliser des mots un peu génériques et donc il y a aussi un apprentissage, c'est-à-dire ce ressenti qui est dans mon corps, tiens, comment ça s'appelle? C'est quoi? Donc ça s'apprend effectivement. Remettre des mots précis, à être précis. Plus on est précis, mieux on saura réguler nos émotions. Oui, parce que voilà, peut-être que justement la façon de réguler l'émotion n'est pas la même quand on est irrité, si on est un petit peu fatigué, lassé, ou au contraire si on est vraiment en colère, révolté contre quelque chose. Je suppose que c'est différent. Ouais, c'est différent. Déjà, on sait que déjà, nommer, reconnaître ses émotions, les accepter comme faisant partie de d'un fonctionnement normal d'être humain, c'est déjà régulant. Imagine si tu me dis, oh là là, je dois prendre la parole devant 200 personnes, je suis un peu anxieux. La pire réponse que je puisse te donner, c'est, il n'y a pas de raison. Si je veux être validant, c'est de dire c'est tout à fait normal, c'est humain, à ta place je serais anxieux, et déjà rien que ça, normalement, ça fait diminuer les émotions, de les accepter. Puis la deuxième chose, c'est finalement, comment je vais l'utiliser, mon émotion? L'anxiété, ça va peut-être nous aider à nous préparer, la colère, ça va peut-être nous apprendre à poser nos limites, c'est extrêmement important. Dans les mangeurs émotionnels, on a montré que c'est beaucoup des personnes, statistiquement, c'est des personnes qui ont du mal à poser leurs limites. Ils sont maltraités au travail, ça les met en colère, ils voient ça comme quelque chose d'insécurisant, puis du coup ils vont manger pour essayer d'anesthésier leur colère, mais leur colère, il ferait mieux l'utiliser pour poser une limite. Je suis un peu gêné de la manière dont vous m'avez parlé, j'aurais préféré qu'on en parle autrement, la prochaine fois quand on n'est pas d'accord sur un sujet, j'aimerais que vous restiez davantage courtois envers moi. Ça sera associé à un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Ça s'apprend. Beaucoup plus positif. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on est beaucoup dans le dialogue, soit le dialogue intérieur avec soi-même, soit même là le dialogue extérieur avec les différentes personnes qui nous entourent et qui peuvent être générateurs de ces émotions négatives. Bien sûr. Négatives. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, les émotions sociales sont des gros perturbateurs de notre rapport à la nourriture, ça c'est évident. Donc, apprendre aussi des habiletés de communication, apprendre aussi à poser ses limites, apprendre à parler de son ressenti dans une relation, c'est important aussi. Je me suis senti gêné tout à l'heure quand tu as dit ça, c'est important. Que ce soit une relation professionnelle, une relation de couple, une relation amicale, c'est fondamental pour réguler ses émotions, la communication. Tout à l'heure, tu as parlé de stress chronique. C'est une question, on est tous sujets au stress, on a des modes de vie assez rapides, le travail, etc. Pour certains, la famille, les enfants. C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réguler un peu et baisser son stress? Alors, j'ai pas de recette miracle. Si j'avais une recette miracle, je pense que je serais millionnaire. Donc j'ai pas de recette miracle, mais en même temps, il y a plein de choses à faire. La pire chose avec le stress, c'est que souvent, on va tout de suite se dire,
le problème, c'est pas moi, c'est le stresseur. Donc si j'habite dans une ville où il y a du bruit, le problème c'est le bruit dans ma ville. Si je passe 2 heures dans les transports, je vais me dire le problème c'est pas moi, c'est les 2 heures que je passe dans le transport. Donc on aura tendance souvent à externaliser la responsabilité de nos stress à la situation qui la déclenche. Ce qui est vrai en partie, hein. C'est des agents qui déclenchent du stress. Et on oublie que finalement nous on a une grosse marge de manœuvre. Et une des manières de réguler son stress c'est de devenir un peu égoïste. Devenir un peu égoïste, c'est de se dire tout simplement s'écouter, de se dire là j'ai déjà accumulé assez de stress aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes et je vais aller marcher. Ah, un petit cadeau qu'on peut se faire comme ça. Ça peut être 5 minutes, un petit cadeau de 5 minutes. Moi, dans mon travail, j'ai une grosse pratique clinique. Quand je suis au cabinet, j'y suis souvent de 10h du matin à 10h du soir et je vois beaucoup de patients. Et je vois bien que des fois, mon mental, il me joue des tours en me disant ta journée est chargée, oublie les pauses. Non, c'est dans ces moments-là où j'en ai besoin. Parce que la journée est chargée, de me dire, moi, maintenant, j'apprends toutes les heures à prendre 5 minutes de pause pour aller m'aérer, pour m'étirer, pour faire un petit massage. On peut réguler notre stress aussi en devenant un peu égoïste. Donc c'est avec des petits cadeaux qu'on peut se faire régulièrement dans la journée, des petites actions pour soi, pour se faire du bien. Et j'ai envie de dire, ça demande aussi de s'écouter. Reconnaître aussi quand le stress est déjà là, et de se dire, c'est une information aussi, c'est une information que le système nerveux est dérégulé et qui veut se réguler. Donc ça peut être intéressant d'apprendre à reconnaître le stress en soi, de ne pas attendre qu'il soit trop haut pour agir, c'est déjà une bonne chose, et d'agir par des toutes petites choses, mais souvent. C'est le conseil que je peux donner. Donc essayer d'instaurer un petit peu des routines comme ça. Ouais. Ouais, mais moi je suis comme toi, donc je travaille au cabinet en tant que kiné. C'est vrai qu'on enchaîne les patients souvent. Il y en a un qui finit à une certaine heure et l'autre a pris rendez-vous juste en suivant, donc on enchaîne. Et c'est vrai qu'on gagnerait sûrement à prendre 5 minutes, pour soi, quitte à recevoir le patient d'après 5 minutes en retard, mais au moins être sorti, s'être aéré, avoir pris un verre d'eau. On aurait peut-être un peu de retard, mais je suis sûr que derrière, on serait beaucoup plus efficace et ça serait beaucoup plus qualitatif en fait. Ouais, ça veut dire qu'on pense un peu à soi, qu'on devient un peu égoïste, et de se dire mes patients, non, faut pas qu'ils aient de retard. On est beaucoup comme ça à penser d'abord aux besoins des autres et de se dire tiens, et moi là, est-ce que j'avais pas besoin d'une petite pause? D'ailleurs, la meilleure pause, c'est celle qu'on prend avant d'en avoir besoin, quoi. Avant d'en avoir trop besoin, c'est un petit peu comme l'hydratation. Si j'attends d'être assoiffé pour boire, ça va être compulsif. Je vais boire des litres et des litres, je vais boire des verres et des verres en tout cas, pas des litres et des litres. Le stress, c'est un peu pareil. Et j'ai une petite anecdote là, c'est tout frais. La semaine dernière, j'étais au cabinet, j'avais déjà 10 minutes de retard. Et j'avais ma patiente d'après qui était dans la salle d'attente. Et j'avais bien mon cerveau qui était là, ah là là, t'es déjà en retard. Et en même temps, je sentais que j'avais besoin un peu d'une pause, la journée avait été déjà bien chargée. Et je suis allé voir cette patiente et je lui ai dit, j'ai déjà 10 minutes de retard, est-ce que vous m'en donnez 5 de plus? Parce que j'ai vraiment besoin de prendre un peu de temps pour moi, pour m'aérer. Et j'ai trouvé que sa réponse était formidable. C'était oui, bien sûr, bien sûr. Et ça nous a permis d'en discuter ensemble de ça. Parce qu'elle me dit, moi c'est pareil, des fois j'ose pas prendre des pauses, je suis embarqué dans mon mental, je suis embarqué dans mon agitation. Et du coup ça lui a beaucoup parlé finalement que je puisse lui demander la permission de prendre une pause. Et je le fais assez souvent en fait pour tout te dire, et c'est souvent très très bien accueilli. Et ça modélise aussi quelque chose. Il faut une maturité émotionnelle, professionnelle quand même assez élevée, mais je pense qu'effectivement c'est génial. Et ce que tu dis est vrai, c'est que derrière je pense que ça permet d'instaurer un dialogue dans la consultation qui est en plus super, parce que le patient se dit si lui il l'a fait, alors pourquoi moi je le ferai pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est important en tout cas pour nous professionnels d'incarner un peu tout ça. Et moi je fais aussi de l'éducation aussi sur la fatigue nerveuse, qui est un peu différente de la fatigue physique. La fatigue physique, je trouve que c'est plutôt sain, quand on a fait une bonne rando le soir, on dort bien, on a une bonne fatigue qui nous fait dormir, on est détendu quand on est fatigué physiquement, après une séance de sport par exemple, on est bien détendu. Alors que la fatigue nerveuse, là, elle nous repose pas beaucoup, on dort pas mieux quand on a de la fatigue nerveuse, on est encore plus agité. Et ça devient presque une norme aujourd'hui d'avoir de la fatigue nerveuse en permanence, d'être fatigué nerveusement. Moi, je demande à mes patients d'évaluer leur fatigue nerveuse entre 0 et 10, et de dire comment vous finissez la journée sur votre échelle de fatigue nerveuse. Et souvent, la majorité vont dire à 7, 8, voire à 9. Et ça peut être intéressant de se dire, mais peut-être qu'on a notre part de responsabilité, peut-être que si on régule notre fatigue nerveuse souvent dans la journée, on va peut-être pas finir la journée dans cet épuisement nerveux. Et je pense que c'est ces petits cadeaux, devenir un peu égoïste, sachant qu'on n'est pas vraiment dans une société qui nous encourage beaucoup à nous écouter, et qui nous encourage beaucoup à prendre soin de nous, quoi. On est un peu dans une société de la performance, où on nous dit que moins on dort, mieux c'est, quelque part. Que plus on travaille, mieux c'est, que les pauses, c'est pour les feignants. C'est un truc très français, d'ailleurs, ça. Hein. Donc c'est important aussi de reprendre le contrôle un peu de ça, de sortir de ces injonctions, et de devenir un peu égoïste, d'apprendre, parce que c'est un apprentissage.
Ça me demande du temps. Moi, je suis encore en mode d'apprentissage, je me fais encore des fois avoir. Et comment je le sais que je me suis fait avoir, c'est que de toute façon, à la fin de la journée, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, ça va créer du désordre dans ma manière de me nourrir. Ça crée aussi du désordre dans mes relations, avec mes enfants ou avec mon épouse, où je peux devenir un peu irritable. Et j'aime pas ça. Donc c'est aussi devenir égoïste, c'est de se dire, est-ce que j'aspire, moi, à finir ma journée fatigué, quoi? Parce que c'est normal d'être tout le temps dans la fatigue. Donc il y a un côté très égoïste. Moi, j'aime bien aussi un peu parler de devenir égoïste, ne serait-ce qu'un peu. Et cet égoïsme, est-ce qu'aussi on peut le transposer aux choses de notre entourage et se dire tout ce qu'on entend des fois qui va être stressant, etc. Et se dire que ça, c'est juste pas notre bataille et essayer de le mettre un petit peu de côté pour pas que ça vienne nous agresser, pour pas que ça soit trop anxiogène. Est-ce que tu pourrais illustrer pour que ça soit plus concret? Je sais pas, par exemple, on est dans le métro, je sais pas, je vais prendre un truc un peu extrême, un peu lâche, il y a une bagarre qui éclate à côté de nous et on se dit, bon, bah, ok, finalement, c'est pas mon problème, je vais rester un petit peu dans ma bulle et je vais pas m'en occuper. Après, chacun va agir aussi en fonction de ce qui lui semble juste aussi. Si on pense qu'on peut être efficace dans cette situation et que c'est important pour nos valeurs de peut-être défendre quelqu'un, je pense que c'est quand même important de le faire. Après, Alors, si je vais prendre un autre exemple, par exemple, on est dans le métro et quelqu'un nous marche sur les pieds. C'est vrai que là, on pourrait réagir de deux façons. Soit on s'énerve en disant que la personne ne fait pas attention, etc. Soit finalement on se dit que c'est pas grave et qu'elle n'a pas fait exprès et que voilà, la journée continue. Je pense en tout cas que c'est intéressant dans cette situation-là, elle me parle bien cette situation-là. Moi je suis un peu moins citadin, je vis dans une petite ville, donc je me déplace un peu plus en voiture. Et quand je suis en voiture, par exemple si on me fait une queue de poisson, quelque chose comme ça, je peux observer que ça génère chez moi une sorte d'agacement comme ça, et cet agacement, j'ai remarqué que des fois il m'embarque. Il va m'embarquer des fois même pendant une demi-heure. Oh là là, c'est pas possible, des chauffards pareils, comme dans le métro, c'est pas possible, les gens peuvent pas faire attention. Et quand je suis embarqué là-dedans, moi j'observe juste qu'en fait les conséquences, c'est moi qui les paye au final. J'arrive au travail, je suis déjà un peu stressé, et je peux aussi repérer ça et me dire, ok, on laisse passer, quoi. On laisse passer. Surtout que c'est des émotions négatives en plus qui débouchent sur rien. Oui. Parce que, bon, bah, justement, je te demanderai ton avis. Peut-être que des fois, le stress, ça peut être positif. Tu me diras ce que tu en penses. Mais enfin, ça, c'est absolument négatif parce que derrière, il va y avoir aucune résolution du problème et ça va rien apporter. Alors, en fait, l'émotion en elle-même, l'émotion en elle-même, elle va durer quelques secondes. On nous marche sur le pied, ça nous agace, ça va durer quelques secondes. C'est après notre mental qui s'emballe autour de ça et qui vient commenter ça, et qui raconte des histoires terribles. Moi, j'observe que si je marche sur la patte de mon chien, il aboie, hop, il n'est pas content, mais une demi-heure, 30 secondes après, il est passé à autre chose. Il n'y a pas de rancœur. Voilà, il n'est pas embarqué dans des trucs, dans son mental qui lui raconte les êtres humains sont horribles, ils font que marcher sur les pieds, ma vie n'est pas juste. Ça, c'est notre mental qui fait ça. Plus que nos émotions, qui vient alimenter nos émotions, hein, qui vient mettre quelque part des bûches dans la cheminée de notre colère. Et c'est intéressant de se dire peut-être que je peux ne pas rajouter de bûches supplémentaires, quoi. Là, ok, on m'a marché sur les pieds, on m'a fait une queue de poisson, c'était déjà pas très cool, c'est bon, on va arrêter là. Ça demande un peu d'entraînement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple, mais d'aller dans ce sens-là, ça me semble extrêmement important. Et de nouveau, de manière égoïste, quoi, simplement pour pas se faire du mal, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec cette notion d'égoïsme qui des fois est mal vue, mais je pense qu'il peut être positif quand même. C'est une question de dose, un juste milieu, mais je pense qu'effectivement, ça peut être positif. J'utilise ce mot presque de manière un peu provocatrice parce que on est dans une société où c'est extrêmement important de montrer qu'on est altruiste, qu'on pense aux autres, qu'on s'occupe bien des autres. On n'est pas vraiment dans une société qui nous invite à penser à nous, etc. Donc c'est un peu juste, quand je dis devenir égoïste, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est juste rééquilibrer cette balance, quoi. Peut-être qu'aussi pour bien prendre soin des autres, on est tous les deux soignants, on sait de quoi on parle, il faut avoir bien pris soin de soi, quoi. Moi, si je reçois des personnes qui sont en difficulté avec leur nourriture, et que je suis moi-même stressé, tendu, fatigué parce que je ne me suis pas écouté, je serais peut-être pas dans de bonnes conditions aussi pour les aider. Oui, bien sûr. Il y a aussi de ça, c'est de se dire, je pense à moi aussi parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, et puis aussi ça me permet aussi moi c'est extrêmement important en tant que soignant d'aider les autres, d'être disponible pour eux, et j'observe que c'est beaucoup plus facile quand j'ai moi-même pris soin de moi. Bien sûr. Souvent les personnes qui ont des comportements alimentaires, ils sont automatiques. Alors quand ils sont néfastes, le problème c'est que du coup ils se répètent sans cesse, et en fait on est en pilote automatique, et je pense qu'on s'en rend même plus compte en réalité. Comment est-ce qu'on peut essayer de sortir un petit peu de cette machine infernale ? C'est vrai que la majorité de nos comportements sont en pilotage automatique. 50% de la journée, on est en pilotage automatique. Alors le pilotage automatique, la majorité du temps, c'est plutôt sympa, parce que ça nous fait des économies.
Quand on se lave les dents, on n'a pas besoin de penser au geste. On prend notre brosse à dents, on se lave les dents, ça se fait presque tout seul. Quand on marche dans la rue, ça se fait presque tout seul. Par contre, on a certains de nos comportements automatisés, en fait, qui nous sont nuisibles. On les fait par habitude. Donc là, ça va être intéressant de remettre de la conscience dessus. Déjà, de l'observation. Ça peut être remettre un peu d'observation, ça casse un peu l'automatisme. Des fois, tenir un carnet, par exemple, de comment on se nourrit. Ça peut vraiment aider. Un carnet, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé? Quelle était ma faim? Qu'est-ce que je ressentais? Ça remet un peu de conscience. Puis apprendre aussi, réapprendre à être dans le moment présent, à se réancrer au moment présent. Réapprendre à manger peut-être un petit peu comme si on faisait un 3 étoiles à chaque fois. Quand on fait un restaurant, sans parler d'un 3 étoiles, mais ne serait-ce qu'on fait un bon restaurant. Vraiment, accorder de l'importance au repas en tout cas. Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On réutilise notre nez, on réutilise nos papilles, on regarde, on est dans le moment présent. Donc c'est se réentraîner aussi dans la nourriture, à être un peu plus dans le moment présent, mais non pas comme une contrainte qu'on viendrait s'ajouter en plus, parce que sinon on est encore coincé par la société de la performance, par le stress, mais comme un cadeau qu'on pourrait se faire, tiens. Là, et ça peut être sur des choses très simples, hein. Ça peut être juste, bah là c'est ma gamelle de ce midi, j'ai pris le temps de me faire une petite gamelle, je me suis fait une petite salade, et juste prendre le temps juste de savourer ce qu'on est en train de manger, d'être attentif à comment notre corps aussi peut se satisfaire de cette nourriture, voir ça comme quelque chose d'un peu précieux, parce que moi je trouve que j'aime bien l'histoire de la gratitude, et simplement quand on a mangé à notre faim, de pouvoir avoir la gratitude pour ce moment. La nourriture est abondante en France, la majorité des gens ne meurent pas de faim. Il y a des gens qui meurent de faim, mais on a la chance comme dans un pays où la nourriture est assez accessible. Et on oublie à quel point c'est une chance d'avoir mangé à sa faim, et de remettre un peu de conscience de ça. Tiens, là j'ai mangé, mon corps me dit que ça va bien, que j'ai plus faim. Tiens, là je m'étais mis un peu de radis dans ma salade et ça croque et ça fait du bien. Juste ramener cette conscience-là, ça nous aide aussi à être moins dans les pilotages automatiques. Puis aussi de repérer, tiens, là, se poser des questions. Là, je vais manger. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que j'ai un besoin particulier? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai un besoin de satisfaction? Ou est-ce que je suis plutôt dans la colère? Est-ce que je suis plutôt, ben non, j'ai peut-être aucun besoin, je suis juste dans l'automatisme, je suis tellement habitué quand je suis sur mon canapé à aller chercher un paquet de chips que je le fais, juste de se reposer des questions. Non pas des jugements, hein, c'est important, non pas de se faire un interrogatoire, ramener un regard curieux sur soi et bienveillant. Tiens, qu'est-ce qui m'anime là dans ce choix? Tu incites les personnes, quand tu parles de gratitude, à justement essayer de se poser cette question après un repas, à se dire, à essayer de voir le repas sous l'œil de la gratitude en se disant, voilà, c'était bien pour telle raison, etc. Ce que j'ai mangé, ça m'a plu pour ça, etc. À se reconnecter avec le repas. Ouais, moi c'est quelque chose que je travaille beaucoup, et c'est qu'une option, parce que peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est bien aussi de ramener un peu cette gratitude. Peut-être même quand on mange, je sais pas, moi je suis attentif au choix de mon pain. J'ai un boulanger qui fait un excellent pain au levain, et quand je mange, je me dis, j'ai une pensée pour lui, je me dis, il s'est levé tôt pour préparer ce pain-là, et je peux même aussi penser au paysan qui a planté ses graines de blé, pour que je puisse aussi me nourrir, et je peux même avoir une pensée pour la nature qui a produit ce blé, et donc et je trouve que, sans en faire trop, mais en tout cas que, du coup, je suis plus un consommateur, quoi. Je suis dans quelque chose d'un peu plus, qui a un peu plus de sens, et puis quand j'ai mangé à ma faim, on va dire, j'ai quand même de la chance, je suis dans un pays où je peux manger à ma faim, je suis rassasié là, et c'est juste trop bien, quoi. Moi j'aime beaucoup la philosophie d'Épicure. Alors en France, on dit souvent un épicurien, on associe souvent ça à quelqu'un qui se fait tout le temps plaisir, un hédoniste, quoi. Alors qu'un épicurien, c'est pas du tout c'est ça. pas du tout ça, c'est juste se satisfaire de ses petits plaisirs, d'avoir mangé à sa faim, tu m'as servi un verre d'eau, et c'est juste chouette, me dire, on est dans un pays, il y a de l'eau potable, on peut boire de l'eau potable au robinet, c'est accessible, ça coûte pas grand-chose, et j'ai soif, je peux boire un peu d'eau, et après j'ai plus soif. C'est juste trop bien. C'est juste trop bien, quoi. Ouais, c'est très difficile de ne pas tomber dans des clichés quand on va à l'inverse de ça, mais c'est vrai que j'étais en vacances dans un pays où il n'y a pas d'eau potable cet été, où on peut pas, mais enfin pas d'eau potable, on se rend pas compte, mais c'est quand même hyper impactant. On peut pas se brosser les dents avec l'eau du robinet. Bon, bien sûr, on peut pas boire, et ça a vraiment un gros retentissement. Et alors, c'est vrai qu'après on revient en France pendant quelques temps, on a cette gratitude encore, on se dit qu'on a de la chance. Et malheureusement, au bout d'un moment, la vie reprend son rythme, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, il faut essayer vraiment de s'en souvenir. Ça peut être quelque chose à cultiver, parce que les psychologues, ils ont un terme pour ça, ils appellent ça l'adaptation hédonique, c'est un terme un peu pompeux, mais ça veut juste dire quoi, l'adaptation hédonique? C'est qu'on s'habitue à tout.
On s'habitue. Notre première voiture, généralement, on s'achète une voiture, on a une vieille Clio. Moi, je me souviens de ma première voiture, j'étais très content de l'avoir, mais il n'y avait pas la clim, elle faisait du bruit. Et, hop, tiens, on gagne un peu mieux notre vie, on achète une voiture un peu plus confortable. Au départ, on est très content, mais au bout de quelques semaines, on est totalement habitué à ce confort. Et on cherche d'ailleurs à plus, on se dit, oh là là, mais il faudrait que j'ai celle-là de voiture maintenant. Et puis du coup, on a une nouvelle voiture qui est encore plus confortable, et puis au bout de quelques semaines, on y est habitué, etc. Et donc, on s'habitue à tout. Donc je pense que c'est important de cultiver en fait la gratitude pour des petits plaisirs. J'ai mangé à ma faim, c'était peut-être juste un sandwich, mais au moins j'ai plus faim. Le verre d'eau, tiens, j'avais soif, j'ai bu un verre d'eau, j'ai plus soif. C'est juste trop chouette, quoi. Et ça nous amène aussi une relation avec notre corps qui est aussi basée sur la satisfaction, quoi, le plaisir de répondre à ses besoins de base, de se nourrir. Et en plus, si c'était bon, imagine, tu as ton assiette, c'était pas qu'un sandwich, c'était un repas qui était agréable. Juste de prendre conscience de ça, prendre conscience de sa douche du matin aussi, c'est un truc tout bête. On prend conscience de notre douche le matin uniquement quand le chauffe-eau est en panne et qu'on prend une douche glacée. Et là, notre cerveau, toute la journée, nous en parle. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, ce genre de situation, le chauffe-eau est en panne, tu es obligé de prendre une douche glacée, et on te demande « Tiens, comment ça va aujourd'hui ? Ah, c'est une sale journée, le chauffe-eau est cassé, j'ai dû prendre une douche glacée, j'espère que ça va vite être résolu. » Alors que les autres jours, on prend une douche à la bonne température, et c'est juste trop bien, mais notre cerveau, il fait comme si ça n'existait pas. Et ça devient la normalité. Ça devient la normalité, et ça peut être juste intéressant de se dire hey, « C'était juste chouette, j'ai pris une douche avec de l'eau à la bonne température. » Cultiver aussi ces petits plaisirs, mettre de la conscience là-dessus, c'est le mot un petit peu... que j'aime bien utiliser, mais de la conscience sur ces petits plaisirs, ça nous permet aussi d'avoir une relation avec notre corps qui est aussi basée sur la satisfaction. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses pas, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il y a quand même des fois où peut-être c'est pas adapté? Est-ce que des fois on mange rapidement, des fois on mange, on mange pour manger parce que on sait que sinon on sera pas en forme, etc. Qu'est-ce que tu fais de ces repas-là? Déjà, c'est important aussi de se dire, nous en tant qu'être humain, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Alors je sais qu'on est dans une société qui veut tout le temps qu'on soit qu'on soit performant dans tout, on soit performant dans notre manière de gérer notre stress, performant dans notre manière de nous alimenter, performant dans notre rôle de parent, performant dans notre rôle de... donc on peut être aussi des fois pris un peu dans une forme de culpabilité de ne pas avoir bien fait les choses. Et c'est pas toujours évident de bien faire les choses. Hein. Des fois, manger un sandwich, faut peut-être mieux manger un sandwich vite fait que rien manger du tout. Et en tout cas, d'avoir conscience que c'était peut-être pas parfait. Je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas l'apologie de la malbouffe, je ne fais pas l'apologie de la négligence, pas du tout. Mais juste des fois d'admettre qu'on n'a peut-être pas les ressources pour faire mieux, que le contexte ne nous a pas permis de faire mieux que ça. Donc d'amener un regard curieux là-dessus. C'est-à-dire, tiens, est-ce que c'est convenable pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train d'en faire une habitude? C'est peut-être ça le problème. Est-ce que malgré tout, je peux rester bienveillant envers moi face à ces moments où je me suis peut-être mal nourri? Je ne suis peut-être pas obligé de rajouter une couche. Puis chose importante dans ce que tu évoques, parfois on n'a pas le temps, mais le temps, on peut l'envisager de deux manières. Quelque part, et ça fait un peu le lien avec ce qu'on vient de voir, on peut envisager le temps comme quelque chose comme une quantité. Donc le temps, ça serait 1 heure pour bien se nourrir. Mais on pourrait aussi imaginer le temps comme de la qualité. C'est-à-dire, j'ai peut-être que 10 minutes là, mais est-ce que ces 10 minutes, elles peuvent être qualitatives? Est-ce que je peux juste peut-être manger, savourer ce que j'ai dans la bouche, prendre le temps peut-être juste que ces 10 minutes, elles soient pleines quelque part. J'aime bien voir un petit peu un petit peu le temps, cette histoire du temps qualitatif, c'est exactement le temps que je passe avec mes enfants. Moi, je vois que parfois, il suffit que, je sais pas, si ma fille me raconte quelque chose qui était important pour elle, des fois, tu sais, je suis pas là, je suis dans mon téléphone, et je lui dis oui, oui, ah oui, oui, puis elle me dit papa, tu m'écoutes pas, et des fois, c'est juste éteindre son téléphone et pendant 30 secondes écouter. Ah ok, c'est intéressant. Et là, on est dans une notion de temps, c'est que 30 secondes, mais c'est du temps de qualité. Alors qu'on peut passer 1 heure avec nos enfants et être totalement ailleurs, dans nos téléphones, dans notre mental. C'est un peu pareil dans la nourriture, c'est aussi comment on peut réintégrer, non pas du temps forcément quantitatif, mais plutôt qualitatif. J'ai l'impression que ça guide un petit peu toute ta démarche, non? Quand tu parlais un petit peu des émotions, essayer de s'interroger sur sur chaque émotion, prendre du recul, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée, comment est-ce qu'elle va se résoudre. Souvent une démarche qui est beaucoup plus basée sur la qualité que sur la quantité. Ouais, la qualité du temps qu'on passe avec soi, je pense que c'est important. Pouvoir, ouais. À quel moment est-ce qu'on n'arrive pas sur la résignation? À quel moment la bienveillance, elle bascule dans la résignation? La résignation, pour moi, c'est une sorte de conséquence du combat. J'essaie de me battre contre moi, j'essaie de me battre, et c'est dur, et je vois que ça marche pas, puis au bout d'un moment, j'en deviens, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, et je me laisse aller. Pour moi, la résignation, c'est comme
un abandon du corps, c'est-à-dire on abandonne, quoi, on arrête le combat. Et peut-être qu'en fait les deux, c'est les deux faces de la même pièce, quoi, le combat, la résignation. Peut-être que la troisième voie, la voie alternative, c'est justement l'attention qu'on porte à ça, à soi, et comment on peut dans quelque chose de juste envers soi. Comment on peut être dans quelque chose... Pour moi, il y a une différence entre la résignation, quelque part, et l'acceptation. C'est pour moi deux choses un peu différentes. Ok, tu peux développer? Bah, pour moi, la résignation, c'est de se dire, bah, si on prend un exemple, euh, euh, je prends l'exemple d'une patiente là, qui me dit ça fait des années qu'elle se bat contre ces 5 kilos qu'elle a en trop dans sa tête. Elle est persuadée qu'elle a 5 kilos en trop, et elle essaie de contrôler son poids, et puis elle voit que ça marche pas, puis du coup, elle alterne des phases de combat, puis des moments, de toute façon, je suis résignée, puis là, quand elle est résignée, elle se laisse aller. L'acceptation, c'est de se dire, j'ai des caractéristiques, j'ai ces 5 kilos peut-être en trop, ça c'est une de mes caractéristiques, je vais pas me battre contre, mais par contre, je m'occupe de moi. Je vais faire avec, et d'en faire avec, à faire. Je vais me faire belle, je vais peut-être avoir des comportements pro-santé pour prendre soin de mon corps. Je suis dans une démarche, pour moi, dans l'acceptation, je suis dans une démarche active. Je fais avec mes caractéristiques, je ne suis pas contre mes caractéristiques, je suis avec, mais je suis bien dans quelque chose où je fais des choses pour m'occuper de moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein d'actions pour s'occuper de nous. Dès qu'il y a du combat, il y a possiblement de la résignation. Bah, je pense que les deux vont bien ensemble, quoi. C'est parce que je me suis j'étais dans le combat qu'au bout d'un moment, je baisse les armes, et puis donc c'est je fais ou je fais plus rien. Alors que quand on accepte, on fait avec, mais on fait. On fait avec, ouais, c'est ça, on fait avec. On fait avec. Je suis pas en guerre contre mes caractéristiques. Ça veut pas dire que j'apprécie cette caractéristique, attention. C'est-à-dire que je vais pas me battre contre. Je vais pas me battre contre. Je vais prendre une analogie, je vais faire une analogie. C'est exactement la même chose que dans une relation de couple. Quand on essaie de faire contre les caractéristiques de l'autre. Ah, j'aime pas cette caractéristique. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire changer l'autre. Et plus on essaie de faire changer l'autre, généralement, moins ça marche. Et puis au bout d'un moment, on va être un peu comme résigné. De toute façon, j'arriverai pas à le faire changer. Donc, c'est pas la même chose que si on se dit, bon, bah, il a cette caractéristique-là, il est bordélique, ou il est râleur, je vais pas essayer de le changer, je vais faire avec. Mais on va faire avec. On va essayer maintenant d'avoir de la qualité avec cette caractéristique. Je suis plus en train de me battre, là. Je suis en train d'être dans la vie, quoi. Je suis dans le vivant, quoi. Il y a une démarche qui est beaucoup plus positive. Exactement. On fait un constat, derrière on avance, plutôt qu'essayer justement toujours de modifier ce qui est peut-être pas modifiable. Ce qui est peut-être pas modifiable ou pas autant qu'on aimerait. L'exemple du poids est un bon exemple. Le poids, c'est pas quelque chose de si modifiable que ça. Contrairement à ce que la société nous raconte, c'est pas quelque chose qui se modifie facilement. Alors, les gens qui ont beaucoup de poids, qui souffrent d'obésité, on sait que s'ils améliorent leur style de vie, ils vont peut-être perdre 5 à 10% de leur poids. Ce qui est déjà très bien. Et si je pèse 130 kg, que je perds 10% de mon poids, j'aurai 13 kg de moins. Et la société va nous dire quoi? Mais non, mais regardez, vous êtes encore gros, continuez, etc. Alors que c'est pas une caractéristique si facilement modifiable que ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me bats contre mon poids ou je fais avec mon poids? Ça, c'est extrêmement important. Il y a plein de caractéristiques qui ne sont pas totalement modifiables. Tu parlais justement de cette personne qui perdait 10% de son poids et qui allait avoir tous les regards de la société. Ça, c'est aussi un problème parce qu'on vit dans une société où on allume la télé, les femmes sont minces, on regarde Internet, les publicités, tous les hommes sont musclés. Et donc, si on n'a pas un corps qui correspond à ces standards-là, je pense que ça peut être la source de beaucoup de frustration. Donc, comment est-ce qu'on peut refaire un petit peu la paix avec son image? Il y a plein de pistes. Déjà, c'est de prendre conscience que la société de l'image n'est pas la vraie vie. C'est extrêmement important. J'en parlais avec une jeune ado, là, il me dit, mais tout le monde est mince. Je dis, tout le monde est mince, mais où c'est que tu vois des gens si... Tout le monde a le ventre plat et des fesses musclées. Je dis, mais c'est tout le monde où? Bah, sur Instagram, tout le monde, je vois bien que tout le monde... Ok, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Dans la vraie vie, c'est comme ça, quand on regarde les vrais gens dans la vraie vie. De faire la différence entre ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit dans les magazines, ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la vraie vie. C'est déjà important aussi de... On a de plus en plus... on sait qu'aujourd'hui, on a quasiment une personne sur deux qui est en situation de surpoids, adulte. Et on n'a jamais vu aussi peu de diversité corporelle à la télévision, dans les médias. Ça n'existe pas, la diversité corporelle. Donc déjà, d'être un peu critique par rapport à ça, ça me semble important. Ça me semble important. Puis aussi de se reconnaître, hein, par exemple, de donner l'information aussi aux gens, que le poids n'a pas une toute puissance sur notre corps. La société fait que nous dire que c'est une question de choix, finalement, le poids qu'on a, hein, c'est une question de choix. Même les médecins, hein, vous avez... on a 15 kilos en trop, perdez 15 kilos, comme si c'était juste facile, quoi. Hein, et c'est comme si c'était une évidence. Hein.
comme si c'était une évidence. Alors, on voit que peut-être qu'en changeant notre style de vie, on va peut-être améliorer notre poids, mais euh, peut-être pas autant que ce qu'on aimerait ou autant que la société aimerait. Donc ça, c'est important aussi d'avoir conscience de ces mécanismes-là. Mais ça, moi je trouve que c'est catastrophique. Un exemple tout simple, on habite dans une rue commerçante, donc là tout près il y a plein de commerces. Et il y a notamment un magasin de lingerie d'une marque qui est très très connue. Les mannequins en plastique qui sont dans la vitrine, ils ont un corps qui est absolument pas physiologique, qui est pas anatomique. Il n'y a absolument pas de hanches, on a une taille qui est toute droite, des jambes, je sais pas, pour avoir des jambes de cette longueur, enfin, voilà, on est sur quelque chose qui est absolument pas réaliste. Et ce qui est le pire de tout ça, c'est que quand on va dans les magasins de prêt-à-porter, les tailles qui sont le plus présentes en boutique, c'est les tailles 36 et 38. Or, on sait que c'est finalement une minorité de personnes qui met du 36, hein, la majorité des gens ne mettent pas du 36. L'IMC moyen n'est pas un IMC de 19, les femmes ne font pas 19 d'IMC en moyenne, hein, et ça existe, il y a des gens qui ont un IMC très bas, qui sont très minces, mais la majorité des gens vont avoir un IMC entre 22 et 27. Donc les tailles qui devraient être les plus représentées, ça serait notamment le 40. Or, on voit qu'il y a une surreprésentation, donc ça donne aussi l'impression que j'ai un corps qui n'est pas normal, parce que quand je vais acheter de la lingerie, et je vois que moi je fais du 44, alors qu'en 44, eh bien, il n'y en a que quelques exemplaires, voire il n'y en a pas du tout, c'est un vrai problème aussi de représentation, c'est un vrai problème. Et on voit que de plus en plus, il y a certaines marques qui essayent de mettre en avant des corps qui ne correspondent pas à ces standards de minceur, voire de maigreur. Est-ce que ça, en mettant en avant des modèles qui sont en surpoids, est-ce que ça crée un effet positif? Est-ce que ça permet de faire changer un petit peu ce référentiel et de le faire évoluer? Je pense que ça contribue à ça. Et ce qui m'intéresse, c'est pas non plus de dire, voilà, ce qui est un corps beau, parce que ça peut être encore une nouvelle injonction ou une nouvelle norme en fait définie de l'extérieur de ce qui serait beau. Ce qui serait intéressant, c'est finalement de montrer la diversité corporelle. Parce qu'on peut aussi imaginer que maintenant, si on définit que c'est ça qui est beau, qui l'a défini d'ailleurs? C'est quoi? C'est un peu comme les nazis, on définit ce qui est beau et voilà, on en fait des normes. Parce que on peut aussi imaginer, il y a des femmes qui ont un IMC naturel à 18, qui sont très maigres, ça s'appelle la maigreur constitutionnelle. On va leur demander maintenant de ressembler à des femmes rondes, elles vont être aussi en souffrance. L'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a de la diversité corporelle, c'est de représenter un peu mieux cette diversité. Je pense que c'est ça qui va primer. Je pense que dans une certaine mesure, ça va dans ce sens-là, le fait de pouvoir montrer des corps un peu plus ronds. Il ne faudrait pas que ça devienne une nouvelle injonction, une nouvelle normalisation de la beauté, quoi. Ce qu'il faut essayer de comprendre, si je comprends bien, c'est que voilà, tout est possible. On peut effectivement avoir un IMC à 18, à 20, à 22, à 25, à 27, tout en étant en bonne santé et on doit retrouver de tout. Mais en tout cas, c'est sûr que l'IMC a un impact sur la santé. C'est évident. Mais on ne choisit pas forcément notre IMC. On ne choisit pas notre poids. Donc si j'ai un IMC qui est en dehors d'une norme de santé, est-ce que je dois pour autant, voilà, on en revient à la même question que tout à l'heure, est-ce que je dois me résigner Non, j'ai ce poids, peut-être qu'il est plus haut que la moyenne, peut-être qu'effectivement, pour ma santé, ça serait mieux qu'il soit en dessous, mais je fais quoi? Je me bats contre moi pour perdre du poids, je m'affame, sachant que la majorité des gens qui font des régimes pour perdre du poids, 95% reprendront leurs kilos dans les 3 années, et souvent avec du bonus. C'est aussi ça qu'il faut dire aux gens, c'est de se dire, on comprend la théorie qu'effectivement le poids c'est mauvais pour la santé, l'excès de poids, mais il ne faudrait pas non plus être dans des injonctions qui amènent finalement à aggraver le problème. Parce que sinon on est dans une guerre contre les obèses et non plus contre une guerre contre l'obésité. C'est de pouvoir simplement se dire, bon, peu importe votre IMC, vous pouvez être acteur de votre santé. Vous pouvez déjà gérer votre stress, vous pouvez réduire votre consommation de toxiques si vous êtes fumeur, vous pouvez augmenter votre activité physique, parce que quand même pour rester en bonne santé, il faut peut-être mieux avoir un IMC au-dessus de la norme et faire de l'activité physique que d'être mince et sédentaire. Hein. Je pense qu'en termes de santé, il n'y a pas photo. Je pense que la sédentarité est Et comment on peut, peu importe les caractéristiques de notre corps, se réapproprier l'activité physique, hein, c'est important. Donc ça, toi, tu différencies le fait d'être en surpoids sur lequel on peut avoir du mal à avoir une action. Par contre, le fait de faire une activité physique, pour toi, ça, c'est à chacun de décider et à chacun de le mettre en place? En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'activité physique, alors elle doit être adaptée, ça c'est extrêmement important. Elle ne doit pas viser l'activité physique à faire perdre du poids, parce que là, je suis encore dans le contrôle, elle doit viser à prendre soin de soi, à se faire du bien. Elle doit être adaptée. Si on va peut-être pas faire la même activité physique si on a 20 ans que si on en a 45. On va peut-être pas faire la même activité physique si on a un IMC dans les clous, si on est en surpoids ou obèse. Donc il faut être aussi accompagné.
T'es kiné, ça peut être aussi le kiné qui va aussi guider, ça peut être les profs en activité physique adaptée, ça peut être le médecin du sport, voilà, les APA. Puis il y a des coachs aussi qui sont très bons. Des coachs, voilà, en tout cas, ça ne doit pas être non plus fait par quelqu'un qui ne connaît pas les particularités de la personne. Mais en tout cas, c'est extrêmement important parce que toutes les études qu'on a sur le sujet nous montrent que l'activité physique est un excellent régulateur d'humeur. Ça nous permet d'être mieux dans notre peau, peu importe notre IMC. En gros, si on fait de l'activité, on est mieux dans sa peau. Et bien sûr, pour la santé cardiovasculaire, ça prévient pour les lombalgies, pour tout, quoi. C'est bon pour tout. Pause. Vous remarquez que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Raph, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Perdre du poids, lutter contre l'ostéoporose, renforcer vos articulations et bien évidemment améliorer votre cardio. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui reprend les 7 erreurs de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu débuter la course à pied et comment vous pouvez facilement les éviter. La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le dès maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation. Allez, on reprend l'interview. Les lombalgies, effectivement. Donc, tu insistes vraiment sur le fait que pour perdre du poids, il faut essayer de mettre en place toutes les briques autour, toutes les habitudes de vie et un peu laisser la magie opérer tout seul et pas trop se focaliser justement sur la balance tous les matins, combien je pèse, etc. et pas se focaliser sur cet objectif. C'est créer un contexte de régulation. Pour moi, c'est pas uniquement agir sur le poids, c'est de créer un contexte dans lequel notre corps va pouvoir se réguler. C'est un petit peu comme quand on fait du jardinage. Je vais préparer le terrain, je vais mettre un peu de compost, je vais arroser un petit peu, je vais créer les conditions mais je ne suis pas focalisé sur le poids, je suis focalisé sur créer les conditions pour que mon corps puisse se réguler. Je vais le reposer suffisamment, je vais lui donner ce qu'il faut à manger, je vais en prendre soin, je ne vais pas être en lutte, je vais être dans l'inverse de la lutte, je vais être comme le jardinier qui prend soin de la petite graine qu'il a plantée. Et advienne ce qui adviendra, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais perdre 5% de mon poids, 10% de mon poids, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a même des personnes qui, en changeant leur mode de vie, ne perdent pas un gramme, parce que c'est une maladie. Voilà, le poids, c'est complexe. C'est complexe. Mais du coup, il faut sortir de cette privation, essayer de s'orienter vers la régulation. Et ça, je pense que c'est très dur, parce que toi, tu dois avoir des gens qui viennent te voir en consultation. Je suis pratiquement sûr que soit ils te le disent ouvertement, soit ils l'ont dans leur tête, ils savent déjà qu'ils veulent perdre 5, 10, 15, 20 kilos, ils ont déjà leur objectif chiffré en tête. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir un objectif chiffré, parce que c'est évident, peut-être qu'ils vont gagner en qualité de vie avec ce poids en moins. Mais tant qu'ils sont fixés sur le chiffre, ils vont forcément avoir un rapport avec le moment présent qui va être perturbé, et donc avec leur choix alimentaire qui va être perturbé. Quand on s'occupe de son corps, moi je fais vraiment une différence entre agir sur le corps et agir sur le poids. Agir sur le corps, c'est créer le contexte de régulation, c'est le corps. Agir sur le poids, en fait, je vais tout le temps être dans un rapport au temps qui est problématique. Je vais illustrer ça de manière assez simple. Si j'agis sur mon corps, si j'essaie de prendre soin de mon corps, je vais me poser des questions sur ses besoins. Tiens, comment j'ai faim? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai faim? Un peu, beaucoup. Donc je vais amener une curiosité sur le moment présent. Peut-être que ce soir, pour le dîner, tu pourras te poser cette question-là. Tiens, il est 19h30, quelle est ma faim? Où est-ce que j'en suis dans mon rassasiement? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Là, de quoi j'ai besoin aussi pour que ça soit satisfaisant? Donc tu vas te centrer sur le moment présent. Quand tu es sur le poids, tu ne peux plus être centré sur le moment présent. Tu vas tout le temps être dans le passé ou dans le futur. Ouais, mais j'ai déjà mangé ça ce matin, donc je peux pas si je veux avoir dans le futur tel poids sur la balance. Puis j'ai mangé ça, c'était trop, donc demain va falloir que je rattrape. Et donc du coup, de toute façon, maintenant que j'ai commencé foutu pour foutu, je rattraperai tout demain, je mangerai rien demain. Donc on va tout le temps être dans un rapport au moment présent qui va être altéré. Je ne serai plus dans la temporalité du ici et maintenant, qui est celle du corps, je serai dans la temporalité du poids, du passé, du futur. Et donc du coup, tout devient angoissant. Je suis invité chez des amis, oh là là, demain je suis invité chez des amis dans le futur, je suis déjà angoissé de mon futur, je vais manger, il va falloir que je rattrape le lendemain, il va falloir que la veille je mange moins, donc je suis tout dans une temporalité qui n'est pas là où elle devrait être, c'est-à-dire le moment présent. Et voilà, pas du tout la gratitude de l'instant présent. Le moment présent n'existe plus, ou le moment présent n'existe plus dans les choix, c'est toujours le passé et le futur. J'ai une patiente qui me disait ça, elle me dit,
Je dis, mais je vois que elle m'amène son carnet alimentaire, on regarde un petit peu, je dis, vous avez quand même mangé très léger, et je vois que vous avez une compulsion derrière. Qu'est-ce qui fait que vous avez mangé très léger sur ce dîner? Oui, parce que j'avais déjà un peu trop mangé à midi. Donc, dans ses choix alimentaires, elle n'interagissait plus avec le corps dans le moment présent, elle interagissait avec le passé. Vu que j'avais déjà un peu trop mangé à midi, je me suis restreinte là. Mais du coup, qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Que derrière, elle a eu un moment de compulsion. Parce qu'elle n'est plus alignée avec le moment présent. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire interagir avec le corps, c'est-à-dire créer le contexte de régulation, comme on le disait tout à l'heure, et plutôt que d'essayer de tout le temps être dans cette histoire du poids là, qui vient nous perturber cette temporalité du choix. En fait, c'est des gens qui se retrouvent à avoir un corps et un esprit qui est plus connecté. Ils n'arrivent plus à sentir à ressentir les messages que leur corps leur exprime. C'est ça, où ils les écoutent plus. C'est-à-dire, je vois bien qu'il y a des signaux là, mais je peux pas y répondre. Parce que ça va être trop dangereux, et je suis dans le futur, je suis dans mon poids, et donc du coup, en fait, voilà, c'est le mental qui va prendre le dessus, un passé futur, ça c'est le mental qui fait ça. Le bébé, quand il naît, il est juste dans le moment présent et dans le corps. Il réclame, il a faim. D'ailleurs, lui, il s'en moque, le bébé, il a faim à 3h du matin, il réclame. Hop, j'ai besoin, c'est le moment présent, il mange, il a plus faim, hop, il est content, il est bien pendant quelques heures. Il n'est pas en train d'interagir avec le passé et le futur parce qu'il n'a encore pas la machine à mouliner. Donc c'est de revenir aussi un peu à ce moment présent. Comment utiliser le moment présent, notre corps, nos sensations, pour faire des choix, pour ajuster nos choix. Le mot que tu utilisais tout à l'heure, c'est la régulation du corps, c'est ça? Oui. Une personne va mettre en place certains éléments pour établir du coup une régulation au niveau de son corps. Possiblement, elle va perdre du poids, on l'a vu. Peut-être pas, mais possiblement oui. Ce qu'il faut que cette personne comprenne, c'est que justement, maintenant, ces nouvelles habitudes de vie, il va falloir qu'elle les garde tout le temps. Bien sûr. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose les gens n'ont pas forcément conscience. C'est-à-dire, on se dit, ok, je veux perdre 10 kilos, je vais faire mon régime, et ensuite, je ferai 10 kilos de moins et je pourrai revenir à ma vie d'avant. Peut-être que si c'est une question de mode de fonctionnement, parce que si je suis en mode régime, je suis en mode combat. Le régime, c'est un début, c'est une fin, et je sais que je vais au combat quand je vais au régime. Je sais que je vais plus écouter mes sensations, je vais plus écouter mes envies, je vais être dans un... Et forcément que ça, on n'a pas envie de le... Ça se comprend quelque part si on est au combat, qu'au bout d'un moment, le combat, on en est marre du combat, qu'on l'abandonne. Et donc, c'est qu'on n'est pas dans le bon mode. Et alors, si on est davantage dans le mode du soin, ça va être des bonnes habitudes qu'on va pouvoir cultiver, parce qu'elles ne vont pas nous coûter en énergie. Elles vont peut-être nous coûter en attention, on va être attentionné, on va se poser les bonnes questions, on va regarder comment on peut se faire des cadeaux. Moi j'aime bien se dire, c'est se faire un cadeau quand on va acheter des bons légumes sur un marché. C'est pas l'histoire de la contrainte pour perdre du poids, c'est de se dire, tiens, comment je vais faire du bien à mon corps. C'est ce mode-là, quoi. C'est vraiment ce mindset quelque part qu'on doit développer. Un mindset qu'on va pouvoir, qui ne va pas nous épuiser, qui ne peut que nous apporter de la joie. Qui ne peut que nous apporter de la joie. C'est exactement la même chose par rapport à l'activité physique. Si on fait de l'activité physique comme une contrainte, dès qu'on peut, on arrête. Quand on fait de l'activité physique comme un cadeau qu'on se fait en se disant « Tiens, là, c'est du temps pour moi, parce que je sais que ça me fait du bien », ça devient une habitude qu'on peut plus facilement pérenniser. Moi, quand je vais faire ma petite promenade le soir, là, j'ai pris l'habitude d'aller faire une petite balade avec mon chien tous les soirs, à peu près 3/4 d'heure. Je suis content de cette balade parce que je sais que c'est un moment où je vais pouvoir, ça va me faire du bien, je prends soin de moi, j'ai pas l'impression d'être dans la contrainte. Donc il y a aussi ça, il y a dans la prise d'habitude, est-ce que je suis dans une contrainte que je m'impose, alors que les contraintes, on en a déjà des tonnes. On a déjà des tonnes, des contraintes. Le réveil sonne le matin, c'est déjà une contrainte. C'est déjà une contrainte. Est-ce qu'on veut encore rajouter de la contrainte à de la contrainte, ou est-ce qu'on veut plutôt justement amener de l'attention envers soi, de se faire des cadeaux, quoi. C'est plus tout à fait la même logique. Donc, je pense qu'il faut non pas uniquement changer les comportements, il faut changer aussi notre logique. Sortir de la contrainte pour être dans le petit cadeau qu'on peut se faire, quoi. Ouais, essayer de se faire beaucoup plus plaisir. Ouais, de se faire du bien en tout cas. En tout cas, le plaisir, il faut s'en méfier parce que le plaisir, c'est pas uniquement... des fois, se faire du bien, c'est aussi accepter que ça ne sera pas toujours que du plaisir. Si tu dis à un patient... moi, j'ai eu des lombalgies, ça doit te parler, c'est un peu les kinés connaissent bien ça. On sait que finalement, c'est aussi notre mode de vie qui va faire qu'on arrive à gérer nos symptômes. Parce que si on fait juste des étirements pendant un mois parce que le kiné nous a dit de les faire, ça va revenir, les mêmes causes donneront les mêmes conséquences. Et c'est comment on intègre aussi, on intègre finalement l'étirement, le renforcement musculaire comme une habitude. Et ça peut être des fois pas forcément plaisant, mais on peut malgré tout
voilà, je sais pas, faire du gainage, par exemple, c'est pas plaisant, mais j'ai pas beaucoup de plaisir, par exemple, à faire du gainage. Mais quand je le fais, je suis quand même content parce que je me dis, je me suis fait un cadeau. Et puis, surtout, ouais, voilà, en fait, le déclic, il se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que quand, je vais faire un parallèle, vu que tu es parti sur les lombalgies, mais tu me diras si c'est pareil, et je pense que c'est pareil. Quand on reçoit un patient, à partir du moment où on lui dit que par rapport à ce qu'on a vu, on pense qu'il devrait faire des exercices parce que ça va lui apporter du bien. À partir du moment où il voit ça comme une contrainte et où il fait les exercices, peut-être parce qu'on lui a recommandé plus ou moins assidûment, on ira vers un échec. Par contre, à partir du moment où la personne va comprendre qu'en faisant ces exercices, eh ben, effectivement, elle a moins mal, elle peut mieux bouger, elle peut reprendre ses activités, eh ben, là, c'est gagné, parce que là, elle va devenir auto-efficace, elle va faire les exercices par elle-même, parce qu'elle aura compris la valeur que ça avait. C'est exactement ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est de se dire, d'ailleurs, moi ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est qu'à un moment, il y a un kiné qui m'a dit, mais rien ne t'oblige à faire les exercices que je te donne. C'est ton corps, c'est toi qui vois ce que tu en fais. Et de se dire, c'est ma responsabilité finalement, c'est ma responsabilité. Je ne vais pas faire les choses pour faire plaisir à mon kiné ou parce qu'il m'a dit de le faire. Si je le fais, c'est que ça doit être important pour moi. Et effectivement, du coup, j'ai commencé à faire mes étirements non plus comme on m'a dit de le faire pour faire plaisir ou comme une contrainte. C'est comme, ah ok, j'ai de l'emprise sur ma santé. Ah ça c'est une bonne nouvelle, j'ai de l'emprise sur ma santé. Je vais pouvoir commencer à faire mes étirements. Et je prendre ce temps pour moi, c'était de retrouver du contrôle sur ma santé. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, d'essayer de se détourner un petit peu du résultat du poids, si on fait une comparaison avec la douleur, moi je me rends compte, ce que je te disais, que ça crée quand même une adhérence. À partir du moment où on a un peu moins de douleur, et donc peut-être un peu moins de poids, pour une personne qui voulait en perdre, ça crée quand même une adhérence. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Des fois, Bien sûr. se concentrer un petit peu sur le résultat, est-ce que ça ne permet pas de maintenir de l'engagement? Ouais, puis en même temps, si on est juste sur le résultat, en fait, on va tout le temps un peu anxieux parce que ça va jamais être assez vite. Et je crois qu'il y a une sorte aussi de moment de se dire, je fais les choses et bien sûr que j'espère le résultat, mais je reviens à mon jardinier qui plante des graines. Il peut être attaché au résultat, regarder tous les jours, et puis dès que ça pousse, il va tirer un peu sur la graine qui commence à sortir, ou juste créer le contexte, être curieux, et puis finalement s'émerveiller quand ça pousse, et puis de se dire, bah ça n'a pas poussé, mais c'est pas grave, on a fait ce qu'il faut, puis ça poussera peut-être autrement. Parce que si on en revient à l'histoire du poids, bah oui, bien sûr que perdre du poids, ça va soulager les choses, ça peut permettre d'aller mieux, ça peut amener des bénéfices, mais ça ne sera jamais autant qu'on aimerait. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas de toute puissance là-dessus. Par contre, on peut aussi se dire, si on sort du poids, mais on est sur le corps, on peut se dire, bah ouais, j'ai peut-être pas perdu de poids, ou pas autant que j'aurais aimé, mais je me suis réapproprié mon corps comme quelque chose de vivant. J'ai repris du contrôle sur mon corps. Maintenant, je m'étire, je refais un peu d'activité physique, et mon corps, il va me donner des conséquences. Parce que quand je me remets à faire du mouvement, par exemple, le corps, il renvoie des messages au cerveau de bien-être. On a montré, par exemple, que les gens qui font de l'activité physique se sentent mieux dans leur peau que ceux qui n'en font pas, indépendamment de leur poids. Là, on a des travaux, vers chez moi, à Lyon, il y a une association qui s'appelle Fort en Sport. C'est une association pour les personnes qui souffrent d'obésité et ils leur permettent de remettre leur corps en mouvement. Et c'est pas évident parce que il faut vraiment faire des choses très adaptées, y aller très doucement. Et ce qui est formidable, c'est qu'au bout de quelques mois, les personnes sont capables de nouveau de faire du vélo, et vraiment, elles ont vraiment la condition, quoi. Et leur niveau de satisfaction corporelle augmente très fortement, sans avoir pour autant perdu du poids, ou en ayant perdu des fois que simplement quelques kilos. Simplement, le fait de remettre le corps en mouvement, je me sens mieux dans mon corps. Parce que je suis dans un corps qui est vivant, je suis dans un corps qui est vécu. Je suis plus dans un corps qui est pensé. Parce que c'est ça le problème avec notre image corporelle, c'est que je ressens pas mon corps, je le pense. Pour être belle ou pour être beau, je devrais faire tel poids. Non, maintenant je reviens dans du corps vécu. Je pense que c'est ça qui est important. Et ça, faut vraiment insister là-dessus parce que moi j'ai une patiente en tête qui souffrait d'obésité. En y allant progressivement, en mettant en place des choses doucement, etc., on arrive quand même à des résultats extraordinaires. Cette personne, moi je me souviens, elle me disait qu'elle avait peur de faire tomber quelque chose parce qu'elle ne pouvait pas le ramasser. Bien sûr. Enfin, la vie est plus la même, enfin, c'est un cauchemar au quotidien. Dès que vous faites tomber quelque chose n'importe où, vous ne pouvez pas le ramasser, etc. Et en fait, rapidement, en fait, si on prend, enfin je dis rapidement et je vais dire on prend notre temps derrière, mais c'est un peu des deux, c'est un mix des deux, on arrive quand même à des résultats qui sont très importants. Et ce qui est génial, c'est que derrière, quand on a réussi à cibler des objectifs et à faire en sorte que cette personne, elle réussisse ses objectifs, elle se rend compte que son corps n'est plus est capable d'accomplir certaines choses, est capable d'accomplir des choses qu'elle ne pensait pas capable. Et donc, finalement, le corps, il est capable de faire des choses.
Ça me parle beaucoup. C'est exactement ça. C'est de se dire, on parlait d'activité physique, mais je pense qu'il faut même parler du corps en mouvement d'une manière générale et de la mobilité du corps et de se réapproprier un corps capable de faire des choses. Et c'est exactement ça. Puis en plus, c'est des cercles vicieux. Vu que j'appréhende avec mon corps, là, si je fais tomber quelque chose, on commence à moins le faire et de remontrer que le corps est possible. C'est possible de faire ses lacets. Ça va peut-être être autrement, mais on va retrouver de la compétence avec le corps. Et ça va même, je pense que c'est pas uniquement l'activité physique, hein, c'est aussi être capable je sais pas comment on positionne son corps quand on marche, mais être capable aussi de danser, de retrouver un corps qui est capable de vivre, quoi. Qui Capable exprime de quelque vivre, chose. ouais, qui est vivant, quoi, qui n'est pas uniquement une contrainte aussi, qui n'est pas uniquement quelque chose que je supporte, mais quelque chose Voilà. que je peux aider à aller mieux. Que ce soit plus une armure, un boulet qu'on traîne, quelque chose qui nous contraint, mais que ça soit au contraire quelque chose qui nous rend la capacité, quelque chose qui nous donne la capacité de faire des choses. C'est plus quelque chose qu'on traîne, c'est au contraire quelque chose qui rend possible. Ce qui me vient aussi quand tu partages cette anecdote, c'est cette patiente a eu beaucoup de chance parce que quelque part, elle est tombée sur un praticien qui l'aide à gérer sa maladie qui est l'obésité, qui l'aide à bien vivre avec quelque part. Donc qui est un praticien non grossophobe. C'est une bonne chose parce que la majorité des médecins, pas la majorité, mais en tout cas beaucoup, sont grossophobes, c'est-à-dire qu'ils vont dire vous vous plaignez à perdre du poids. Plutôt que, et là, on est contre la caractéristique du corps. Et on sait d'ailleurs que toutes les études sur le sujet nous montrent que quand une personne est en situation de surpoids, lui demander de perdre du poids a plutôt tendance à la faire grossir, parce que ça amène encore du stress, ça amène de l'impuissance, alors qu'on devrait lui dire comment nous, soignants, on va vous aider à bien vivre avec votre maladie. Comment on va vous aider à bien vivre psychologiquement, physiquement avec votre maladie. Allez voir le kiné, il va vous aider à retrouver du mouvement. Allez voir l'APA, il va vous aider à refaire du sport. Allez voir le diète, il va vous aider aussi à faire la paix avec votre nourriture. Allez voir, vous avez des problèmes de pied, allez voir le podologue. Ça devrait être ça la posture des soignants, c'est d'aider les personnes à être en bonne santé avec leurs caractéristiques. Et pas uniquement tout le temps leur dire « perdez d'abord du poids ». Vous avez mal au genou, perdez d'abord du poids, parce que ça c'est typiquement la grossophobie médicale. Donc, ce qui est bien, c'est que cette patiente a eu beaucoup de chance de t'avoir. Il y a des fois ça fit bien, des fois ça fit moins bien, mais là en l'occurrence ça avait bien marché. Mais on peut profiter aussi de ce moment pour faire un petit peu d'éducation, parce qu'on entend beaucoup de fausses choses sur le fait que le surpoids contre-indiquerait la pratique de certains sports, etc. En réalité, à partir du moment où on est progressif, où on écoute les symptômes possibles d'une personne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la douleur ou pas, et qu'on est à l'écoute de ça, il n'y a pas de contre-indication. Et la personne peut faire vraiment le sport qu'elle veut, et une personne qui est en surpoids, elle ne va pas être obligée de passer par la case piscine, si elle n'en a pas envie, avec tout ce que ça peut en plus entraîner. C'est intéressant parce qu'on peut vite être dans ce cliché-là, de toute façon, quand on a des problèmes de poids, faut faire juste de la natation. Et en plus, la personne, ça peut être super exposant c'est pas le meilleur sport, quand on a un problème avec son image. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, mais il y en a pour certains, ça va être extrêmement compliqué, voire même ils n'apprécient pas du tout le contact. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce message plein d'espoir, c'est de se dire, il faut juste trouver les bons soignants qui vont nous permettre de le faire et qui vont, comme tu l'as évoqué, nous inviter à beaucoup nous écouter. Et on a entendu la même chose avec les lombalgies. Quand vous avez de la lombalgie, il ne faut pas faire ceci ou cela. Je pense qu'effectivement, moi en tout cas, à titre personnel, je regarde comment mon corps réagit. Et j'en discute avec les soignants, j'en discute avec mon médecin du sport qui me dit t'as raison. Effectivement, sur le papier, le footing, c'est pas génial, mais toi, comment tu gères tes symptômes et comment ça va pour toi? Alors, même pas, j'insiste parce que même pas. Sur le papier, et donc vraiment sur la littérature scientifique, les personnes en surpoids n'ont pas des taux de blessure qui sont plus élevés que les personnes qui ne sont pas en surpoids. Donc ça c'est important. C'est une super nouvelle. Ouais, faut le dire. Ça, c'est hyper important. Après, est-ce qu'une personne qui vient me voir, qui est en surpoids et qui veut faire de la course à pied, je serais peut-être beaucoup plus progressif et beaucoup plus précautionneux qu'avec une autre personne? Peut-être, ça c'est vrai. Mais... D'où l'importance aussi, ça c'est un message je pense à faire passer, c'est peu importe notre poids, trouver des professionnels qui vont nous aider à bien prendre soin de notre santé à la fois physique et mentale, quoi. C'est ça qui va être le plus important, d'être bien accompagné aussi. Hein. Et puis changer, si ça ne va pas avec un professionnel, il y en a plein, et faut pas hésiter à aller en voir un autre, etc. C'est pas forcément un souci de compétence, mais voilà, faut trouver quelqu'un avec qui ça marche bien. Ça marche, et puis ça me permet de faire une petite parenthèse, si tu le permets, sur le fait aussi de repérer un professionnel qui est grossophobe. C'est-à-dire que si vous tombez sur un professionnel grossophobe, alors la grossophobie, c'est de considérer que la personne est coupable de son poids plutôt que victime. Donc un professionnel grossophobe va vous faire des remarques sur le poids de manière négative, il ne va pas essayer de comprendre, il va surtout
vous demandez de perdre du poids ou critiquer votre poids. Il va avoir des a priori sur le poids. Vous avez qu'à manger moins, si vous avez ce poids-là, c'est que vous le voulez bien, etc. Ça, c'est extrêmement important aussi de se dire, si vous êtes en surpoids ou en situation d'obésité, et que vous tombez sur un professionnel qui vient vous mettre de la pression par rapport au poids, qui vient critiquer vos habitudes alimentaires sans les connaître, qui ramène toujours tout au poids. Vous allez chez votre médecin parce que vous avez un rhume et il vous parle de votre poids, ça s'appelle de la grossophobie. Et là, vous avez aussi le droit de changer de professionnel de santé, de se dire, cette personne-là ne connaît pas ma maladie, elle me maltraite par rapport à ça, je peux aussi choisir quelqu'un d'autre. Ça, c'est extrêmement important parce que on a des travaux de sociologie qui nous montrent que beaucoup de personnes en situation d'obésité ne se font pas soigner par peur d'avoir un discours grossophobe. Donc ou mentent à leur médecin parce que sinon elles se sentent obligées de mentir pour ne pas être jugées ou critiquées sur leur... Donc c'est extrêmement important aussi d'être bien suivi et effectivement de changer de médecin ou de professionnel. Je pense aux gynécologues, je pense aux sages-femmes, on sait qu'il y a beaucoup de problématiques de grossophobie dans ces spécialités-là. Et c'est pas normal, hein. Déjà c'est une bonne chose à repérer, c'est pas normal que qu'un professionnel vous maltraite, même verbalement. Ça c'est important à le dire, c'est pas normal. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous maltraiter. Donc si vous avez l'impression qu'il vous rend mal à l'aise, qu'il vous parle tout le temps de votre poids, qu'il vous juge, vous pouvez lui le dire, mais vous pouvez aussi changer de professionnel. Oui, tout à fait. On a vu dans les habitudes que l'activité physique, moi je dis activité physique, mais en fait c'est bouger, le mot le plus important parce qu'il faut faire n'importe quoi, du curling, de l'escalade, de la danse classique, vraiment ce qui fait plaisir, de la course à pied, de la muscu, vraiment ce qui fait plaisir. Mais il y a aussi d'autres choses dans les habitudes de vie, le sommeil. Oui. Quelle est l'importance du sommeil sur le poids ou la perte de poids et comment est-ce qu'on peut essayer de modifier un petit peu tout ça pour l'améliorer? Alors ça c'est extrêmement important le sommeil, parce que ça fait partie, on parlait d'éléments de régulation, donc comment créer un contexte de régulation, mais aussi on pourrait se poser la question comment on crée un contexte de dérégulation. Si on voulait faire grossir les gens, comment on s'y prendrait? Bon, on agirait sur leur nourriture, sur leur activité physique, on mettrait du stress, mais on les priverait de sommeil. On sait que la carence de sommeil va perturber l'équilibre hormonal, on va produire des hormones qui augmentent la faim, et on ne va pas assez produire d'hormones qui freinent la faim. Donc ça a un vrai rôle sur la prise de poids. La carence de sommeil chronique, ça a un vrai rôle, donc ça c'est important de l'aborder, de poser la question. La durée moyenne de sommeil en France n'est plus que de 6h45. En moyenne, un adulte dort 6h45 en France. Le besoin de sommeil est plutôt autour de 8h. Donc c'est intéressant de dire que tous les jours il nous manque 1h15. On est carencé de sommeil de 90 minutes. Pas 90 minutes, 75 minutes, si je compte bien. Donc c'est quand même énorme, on n'a jamais été autant privé de sommeil. Donc c'est extrêmement important de veiller à son sommeil, veiller à toutes les perturbations, des choses toutes bêtes. Faire attention aussi à ne pas envoyer de la lumière bleue à notre cerveau à 23h, d'éteindre notre smartphone à 21h, plein de choses qui nous permettent aussi de mieux dormir. Moi j'ai l'impression que c'est l'une des choses qui est le plus sous-estimée, l'un des aspects de la santé qui est le plus sous-estimé. En tout cas c'est ce que disait Fabrice Kuhn qu'on a reçu la semaine dernière, qui est médecin. Et c'est vrai que des gens qui bougent, qui font de l'activité physique, il y en a, pas tout le monde mais il y en a. Par contre des gens qui font vraiment attention à leur sommeil, faire du sport, souvent c'est assez bien vu par la société. Faire attention à son sommeil, décliner une soirée ou rentrer plus tard d'un restaurant avec des amis, etc. parce qu'on veut dormir, souvent ça c'est pas bien vu par la société. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est le moins valorisé. Oui, d'ailleurs, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'on a totalement perdu ce qui est une nuit normale. C'est-à-dire que les gens ils vont dire « j'ai fait une bonne nuit, j'ai dormi 7 heures ». Comme si c'était bien d'avoir dormi 7 heures. 7 heures, globalement, statistiquement, il y a très peu de gens qui dorment 7 heures. C'est vraiment notre besoin de sommeil. En fait, je ne suis pas le plus grand spécialiste du monde du sommeil, mais je m'intéresse pas mal au sujet. C'est à peu près le temps de sommeil qu'on a pendant nos vacances, au bout de la deuxième semaine. Souvent, la première semaine, on dort un peu plus parce qu'on est épuisé, justement. Au bout de 2 semaines, souvent, on a un temps de sommeil, on se lève un peu spontanément à une certaine heure, c'est à peu près notre besoin en sommeil. Et moi, quand je pose la question à mes patients, c'est plutôt 8 heures. Alors qu'on a une société qui me dit on valorise les petits dormeurs. C'est presque comme une qualité de dormir peu. Moi, j'ai besoin c'est un exemple, c'est pas du tout la réalité. J'ai besoin que 4 heures de sommeil, donc ça sous-entend qu'à côté de ça, j'ai le temps de plus travailler, d'être plus performant en fait. C'est exactement ça, c'est survalorisé, quoi. Alors qu'en fait, les gens qui ont besoin de 4 heures ou 5 heures, c'est marginal. C'est une population, c'est quelques pourcentages de la population qui a besoin de ça pour être en forme.
La majorité des gens n'ont pas besoin ont besoin de beaucoup plus que 5 heures de Et sommeil. il y a, je pense, beaucoup de gens qui disent qu'ils ont besoin de 4 heures de sommeil, et en fait, c'est pas la réalité. C'est exactement le constat que je fais. Et ça a un rôle sur notre bien-être physique, sur notre bien-être mental et sur notre poids. Tu parlais du poids, ça dérégule fortement le poids. Euh, Directement parce que par les productions d'hormones, on va fabriquer une hormone qui est la gréline qui donne faim concrètement. Quand on est carencé en sommeil, on va avoir plus faim. Et là, on ne peut pas lutter contre ça. Et la deuxième chose, c'est que souvent, quand on est carencé en sommeil, ben, mine de rien, on est fatigué. Et quand on est fatigué, ben, peut-être qu'on va aller commander du Uber Eats plutôt que se faire un bon petit repas. Ça, on a tous fait cette expérience. Mhm. On rentre, on a eu une grosse journée, on est fatigué, on a juste envie de rentrer chez soi, d'ouvrir le frigo. S'il n'y a rien, on va commander quelque chose. Et à ce moment-là, on a envie de manger du fromage, un burger. On n'a pas envie de manger une salade à ce On n'a moment-là. pas envie de manger une salade, ouais. Généralement. Et ça, on a tous fait vraiment l'expérience. D'ailleurs, on parlait des problématiques de poids, de surpoids, et que c'est extrêmement important aussi d'en parler à son médecin, ces problèmes de sommeil. Si on a de la fatigue chronique aussi, d'en parler. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes par exemple, qui souffrent d'obésité ont aussi des troubles du sommeil, qui peuvent être des syndromes d'apnée du sommeil, etc. Et qui sont souvent non diagnostiqués. Et ça, c'est une sorte de cercle vicieux, parce que les personnes qui sont obèses et qui souffrent de syndrome d'apnée du sommeil vont de plus en plus grossir. Et donc c'est extrêmement important aussi d'en parler au médecin et éventuellement même d'avoir une consultation en médecine du sommeil. Ça me semble fondamental. Ouais, l'apnée du sommeil, c'est assez catastrophique. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je me souviens plus, mais déjà, ça peut avoir des conséquences qui sont très graves pour la santé, avec un risque accru d'AVC, etc. Donc c'est vraiment très important. Et du coup, il y a un sommeil qui n'est pas réparateur, en fait. Les personnes font des apnées, et du coup, à cause de ces apnées, elles sont tout le temps, au bout d'un moment, obligées de se réveiller pour C'est ça. reprendre de l'air, et ce qui fait que le sommeil n'est pas du tout réparateur. Et vous avez des gens on va les appareiller, on va mesurer le nombre d'apnées, après on va leur mettre du coup un masque, elles vont beaucoup mieux dormir et ça leur change la vie. Ouais, c'est important de ne pas laisser traîner, effectivement. Si on se lève fatigué, si on a l'impression, même des fois, j'ai des patients qui vont dire, mais des fois, je suis même plus fatigué quand je dors que quand je dors pas. Je préfère ne pas dormir, je suis plus en forme. En tout cas, quelque chose qui s'installe un petit peu en termes de fatigue. Si en plus vous avez du surpoids, l'obésité, si vous avez du diabète, ça c'est très important. On a montré que les patients obèses et diabétiques avaient des risques très accrus d'apnée, qui étaient souvent non diagnostiqués. D'en parler à son médecin, qui pourra aussi orienter vers un médecin du sommeil pour toute une série d'examens, la polygraphie du sommeil, des choses qui peuvent permettre de regarder si ça va ou si ça va pas. C'est important. C'est important aussi Parce de que bien soigner. tout à fait, en fait, les personnes en surpoids vont avoir des infiltrats graisseux au niveau du pharynx, et donc ça vient encore plus diminuer donc la lumière, en fait, l'espace pour respirer, et donc ça favorise l'apnée du sommeil. Sachant que ça peut aussi venir chez des personnes de poids normal. Ce qui doit être des facteurs un peu de risque, c'est effectivement la fatigue. Et puis ça peut être des ronflements un peu bruyants, ou si je sais pas, le conjoint, la conjointe ont déjà observé qu'il y avait des arrêts des phases effectivement où la personne arrête de respirer. Ça doit être vraiment, doit avoir un examen médical. Voilà, et derrière, souvent une personne qui va faire une grande respiration, un peu comme quand on est resté longtemps sous l'eau dans la piscine et qu'on revient à la surface et on prend vraiment une grande inspiration. Voilà. Ça, si on se rend compte de ce genre de signe chez son conjoint ou sa conjointe, ça peut être un bon moyen de l'emmener doucement chez le médecin généraliste pour qu'il en parle, parce que ça peut changer vraiment une vie. Dans le dernier point de ton livre, dans les 8 étapes, tu conseilles de se faire beau, mais pas pour les autres, avant toute chose pour soi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Et se réapproprier en fait la beauté, parce que quand on a un problème avec son image corporelle, un problème avec son poids, moi j'appelle ça pas un problème de poids, mais un problème avec son poids, le rapport au beau, c'est toujours soit le passé, soit le futur. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, notre mental, il va un peu nous détemporaliser, quoi. Passé, le corps que j'avais avant, je pouvais me faire beau avant parce que j'avais un corps, ou je pouvais me faire belle parce que j'avais le corps qui allait avec, ou dans le futur, quand j'aurais perdu du poids, je pourrais me faire beau, je pourrais me faire belle. Donc déjà, se réapproprier le moment présent, se faire beau avec les caractéristiques de son corps, c'est déjà, et dans le moment présent. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, c'est très important, c'est est-ce que je me fais beau pour faire plaisir aux autres, pour être un petit peu, pour répondre aux attentes des autres, ou est-ce que je me fais beau avec mes propres critères et mes propres normes? Et ça, c'est extrêmement important aussi, de se réapproprier ses propres critères et ses propres normes. Je travaille beaucoup ça avec mes patients aussi, et l'idée de se dire comment on peut se définir, nous, ce qui est beau, en se moquant de ce que les autres en pensent. J'ai l'exemple d'une patiente là qui est frais dans mon esprit, où on avait beaucoup travaillé autour de ça, comment elle pouvait aussi définir par elle-même qu'est-ce que c'est se faire beau.
Et ce qu'elle m'avait dit, mais moi, ce qui me vient, c'est que depuis, je sais pas, 45 ans peut-être, elle me dit, je fais tout en fait pour répondre à des codes qui sont des codes qui sont imposés par des hommes, ou en tout cas par l'extérieur. Elle est cadre, elle a un bon boulot, donc je m'habille d'une certaine manière qui répond à certains codes. Je me fais des couleurs pour les cheveux pour pas montrer que j'ai des cheveux poivre et sel parce que ça serait mal vu. Faut que je monte. Et c'est pas moi qui décide finalement. Je fais ce que les autres attendent de moi, quoi. Et ce qui lui avait beaucoup aidé, c'est de se dire, mais je lui avais posé la question, mais finalement, si vous choisissiez par vous-même, comment vous pourriez vous faire belle, qu'est-ce qui changerait? Elle me dit, bah, je crois que je me ferais plus de couleurs et j'assumerais mes cheveux poivre et sel. Et c'est du coup ce qu'elle a fait. Elle s'est dit finalement, rien à faire du regard des autres. Moi, je définis que c'est comme ça que j'ai envie d'être belle. Et j'ai les cheveux poivre et sel. Et si ça plaît pas, bah tant pis, quoi. Tant pis. C'est ça, en fait, se faire beau pour soi, c'est ne pas chercher à faire plaisir aux autres. Ne pas chercher à ce que ça vienne de l'extérieur. C'est de dire, et c'est apprendre ou à laisser, quoi. Si j'aime ça, je le fais, quoi. Si j'ai envie de me faire un tatouage sur le bras parce que je trouve ça joli, je le fais. Puis s'il y en a qui aiment, bah tant mieux. Puis s'il y en a qui aiment pas, bah tant pis. Et c'est... Et pas adopter les standards de beauté des autres. Ouais, surtout s'ils ne nous parlent pas, ces standards de beauté, s'ils nous parlent, on peut très bien les adopter, il n'y a pas de souci. Se dire, est-ce que je suis libre? Est-ce que c'est moi qui choisis là, ce standard? Est-ce que quand je mets ces vêtements, est-ce que c'est moi qui les choisis parce qu'ils me plaisent? Donc moi j'ai tout un travail aussi qui est présenté dans le bouquin, c'est vraiment de pouvoir aussi tenir un petit carnet d'élégance en s'inspirant des personnes qu'on trouve beaux. Puis pourquoi pas même des fois oser quelque chose qu'on aimerait. Tiens, j'aimerais essayer de porter telle casquette, j'aimerais essayer de porter cet accessoire là, mais j'ose pas. Et peut-être essayer des fois même des choses un peu en dehors de notre zone de confort, dans notre manière de nous faire beau. Pour expérimenter un Ouais, petit peu. pour expérimenter quoi. Pour expérimenter. Bon, bah, je vais essayer de garder ça un petit peu dans un coin de ma tête. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions un petit peu différentes. Toi, si tu devais prendre un petit peu... Toi, si il y a un conseil que tu devais donner à tes patients que tu reçois pour prendre soin de leur santé, ça serait lequel? Un conseil universel. Un conseil universel, c'est n'oubliez pas de vous connecter un peu à vous. N'oubliez pas de vous connecter à vos besoins, à vos ressentis, à vos aspirations. Ne vous oubliez pas là, dans l'histoire. Ok. Et toi, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu as mis en place récemment pour essayer d'améliorer ta santé? Ah ouais, et c'est extrêmement intéressant ce que tu évoques parce que finalement, on est tous dans le même bateau, de mettre des choses en place, de pas y arriver, c'est pas... Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle, le piège, c'est de se dire, bah, il n'y a plus qu'à, ça a l'air facile, en fait, il suffit de faire, mais en fait, le changement, c'est aussi des fois de pas y arriver, Moi, ce que là, j'essaie de faire, effectivement, c'est d'être un peu plus... me faire le cadeau de faire plus de marche, avec mon chien notamment, mais pas que, d'être plus actif dans la marche. Moi, je vais essayer ça. Notre conversation m'a bien donné envie d'essayer de mettre ça en place. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses à titre personnel. Et dans le bouquin, il y a plein d'informations passionnantes. Vraiment prendre le problème au niveau de la cause et pas au niveau des conséquences. Et je trouve que c'est pas l'angle qu'on lit partout. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment pour que tout le monde lise ce livre. Et vraiment, vraiment, je le recommande. Je te remercie, Florian. Merci pour ce chouette moment. À très vite. Stop! Avant de partir, est-ce que vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances sur la perte de poids après 50 ans? On vous a préparé une vidéo qui fait la synthèse sur comment perdre du poids après 50 ans. On a passé 4 mois à l'écrire et à recueillir les informations pour faire ce petit bijou. Cliquez juste ici pour le regarder. A tout de suite!